Bonsoir tout le monde, on est avec le professeur Bernard Lugan. C'était attendu, fallait qu'on parle du Sahel. Et là, en réalité, on a beaucoup de choses à discuter ce soir. Donc, en petite guise d'introduction, vraiment le contexte de ce direct qui était vraiment attendu. On a eu un direct donc sur la situation au Sénégal il y a 48 heures avec Alexis Poulain. On varie les lignes éditoriales sur cette chaîne. Là, on a invité le roi de la pasquinade. Je fais hommage à nos amis québécois qui n'aimeraient pas qu'on utilise le mot punchline. Et évidemment, le sujet, c'est la tarte que la Macronie vient de se prendre. Alors d'abord, dégager du sommet des BRICS, ça picote toujours un peu diplomatiquement, surtout la première fois. Et puis, la situation au Sahel qui ne s'améliore pas énormément. Alors, on est là pour parler méthodologie parce que Bernard Lugan avait anticipé ce qui se passe au Niger. Et donc, on a maintenant votre interview, Bernard Lugan, qui circule sur les réseaux où, au micro d'André Berkoff, vous disiez, je cite, la prochaine étape, c'est le Niger. Et c'était il y a quelques mois. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. La prochaine étape, c'était le Niger. Vous aviez ajouté, écoutez, on a situé les forces françaises au milieu d'un chaudron parce que le Niger est sous 4 fronts. Le Niger, c'est vraiment le quartier plus. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest qui sont sous pression. Et ça, je vous cite encore, c'est sport. Et puis bon, voilà, alors vous aviez alerté, vous aviez été intervenant à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, mais on vous en a écarté. Vous aviez été intervenant dans les cercles diplomatiques, et là de même. Vous évoquiez que c'était pour des raisons idéologiques à chaque fois. C'est vrai qu'on oublie qu'il a existé et qu'il existe encore parfois un racisme de gauche. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jules Ferry et Léon Blum qui tous les deux ont parlé de race supérieure, tout de même. Et donc, dans ce contexte, on vous invite pour que vous partagiez votre méthodologie, parce que vous êtes l'auteur d'un livre, alors dont je cite le titre de tête, Le Sahel des origines à nos jours, où vous remontez au Paléolithique pour analyser la situation. Et ça fait de vous, selon moi, Emmanuel Todd de droite, pour simplifier. À savoir, Emmanuel Todd avait prédit l'effondrement de l'URSS alors qu'il était plutôt d'une tradition de gauche. Ça ne l'a pas empêché de prédire l'effondrement de l'URSS sur des bases démographiques, avec les méthodes de l'école des annales. Ensuite, il a prédit l'effondrement de l'Empire US, et on y est, à chaque fois en utilisant des méthodes démographiques, donc l'école des annales. Et vous, au fond, vous utilisez une méthode ethnographique. Et avant de vous donner la parole, et pardon de ces longues introductions dont je suis coutumier et dont mon audience me pardonne d'avance, eh bien, vous dites, il ne faut pas être ni maximaliste ni réductionniste. Il ne faut pas dire que l'ethnie explique tout en Afrique, mais il faut dire que rien ne s'explique sans l'ethnie et que, en l'occurrence, un ethnographe aurait pu tout anticiper de ce qu'il se passe maintenant. Et même pour conclure, et c'est selon moi ce qui légitime votre méthode encore plus, vous avez quelqu'un qui est d'un tout autre bord politiquement, qui est arrivé aux mêmes conclusions que vous, et qui est Kémy Séba, que l'on salue d'ailleurs, qui est invité sur cette chaîne, mais en général, il ne vient que dans les studios physiques. Et selon moi, quand on a une méthodologie qui arrive aux mêmes conclusions, quel que soit son bord politique, on a une méthodologie qui est scientifique et reproductible. Bernard Lugan, merci beaucoup d'être parmi nous, et merci de partager votre méthodologie. Que pensez-vous du Sahel ? Le Sahel, c'est une longue histoire, parce que j'explique dans mon livre Histoire du Sahel des origines à nos jours, et l'on avance en aveugle et en tâtonnant dans le noir si l'on ne se fixe que sur le contemporain. Le contemporain, pour moi, c'est l'aboutissement d'une longue période, c'est l'aboutissement de plusieurs périodes, de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Alors le Sahel, c'est très simple et très compliqué à la fois. Le Sahel, c'est la liaison entre le monde noir, Bilad al-Soudan, et Bilad al-Baidan, le pays des Blancs, n'est-ce pas? C'est la liaison entre la Méditerranée et la Grande Forêt. Mais c'est une liaison qui a bougé dans le temps avec les changements climatiques. Parce que là encore, on nous raconte des bêtises. Le propre du climat, c'est de changer. Et quand on s'intéresse à l'ethno-histoire et à l'histoire de l'Afrique et la géographie historique de l'Afrique, on voit que le climat a considérablement changé. Alors moi, je vais commencer, si vous voulez, il y a 5000 ans. Soyons simples, commençons il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans débute la phase actuelle de réchauffement de l'Afrique, avec des hauts et des bas, mais nous sommes dans le prolongement d'une phase qui a commencé il y a 5000, 4500 ans. Que se passe-t-il il y a 4500 ans? Le Sahara s'étend
et va être peu à peu colonisé par les Berbères du Nord. Les Berbères qui sont des nomades et qui vont repousser vers le sud les populations pastorales noires, les ancêtres des Peuls. Donc les Peuls vont s'installer dans la zone qui part du Sénégal grosso modo jusqu'à la boule du Niger. Et au nord, il y a les Touaregs. Et à l'ouest, il y aura les Maures. Et plus à l'est, nous allons trouver les Toubous et les Ahawa. Les Toubous ne sont pas des Berbères. Les Ahawa, à l'origine, étaient des Berbères. Et toute l'histoire, à partir de ce moment, va être l'histoire du choc entre deux grands ensembles. Les ensembles pastoraux nomades du nord et du centre, avec les sédentaires qui vivent le long des fleuves, Sénégal, Niger et jusqu'au lac Tchad. Alors, quelle va être la grande différence entre ces deux modes de vie? Les sédentaires sont dans des milieux hostiles, les nomades vivent dans des milieux hostiles et ils ont besoin régulièrement de pousser vers le sud, soit pour abreuver leur bétail, soit pour piller les sédentaires qui, eux, sont des cultivateurs. Les cultivateurs, eux, sont dans une autre logique. Ils sont dans la logique de la défense, mais également du développement humain. Les pasteurs ne peuvent pas être nombreux parce qu'ils, de temps immémorial, ils alignent le croît de leur population sur les possibilités d'alimentation du bétail. Comme ils tirent toute leur subsistance du bétail, s'il y a trop de bétail sur un pâturage et que le pâturage périclite, le bétail va lui-même mourir et les hommes vont mourir. Donc ils alignent leur croît humain avec une tradition de contrôle des naissances. Donc ils ont une tradition de la minorité. Et comme ils sont minoritaires, il faut qu'ils compensent leur minorité par d'autres vertus. Donc la vertu guerrière, la richesse, etc. Donc ça va être des peuples guerriers. Au sud, les populations ont une toute autre approche. La vie des hommes en société se fait autour d'espaces fixes. Et là, l'on va multiplier les bras, civilisation de la multiplication des hommes, civilisation de la virilité, pour avoir à la fois beaucoup de bras pour défricher et beaucoup de bras pour se défendre contre les nomades. Voilà, si vous voulez, la toile de fond du Sahel. Alors, cette toile de fond étant dressée, alors, un point important, pardonnez-moi, je voulais souligner ça, un point important de ce que vous dites, c'est que ça, c'est structurant au-delà de l'islam. Ça, c'est un point que vous soulignez. Voilà, nous démarrons il y a 4000 ans, nous sommes bien avant l'islam. L'islam, comme le christianisme, sont deux religions importées. Le christianisme va arriver au 19e siècle, au 20e siècle, et l'islam va arriver à partir du 7e, et surtout 15e, 16e siècle. Donc nous sommes... Mais surtout, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas... Il faut utiliser davantage l'ethnographie pour comprendre la région que l'islam, parce qu'en l'occurrence, ce sont deux populations parfois qui sont musulmanes. Et vous reprenez en ça, vous retombez en ça sur des conclusions qu'Emmanuel Todd aussi avait obtenues dans son petit ouvrage que je recommande d'ailleurs, Allah n'y est pour rien, où il utilisait la structure familiale. Lui, c'était pour le Nord, c'était pour le Maghreb, l'Afrique du Nord, où il disait les printemps arabes, Allah n'y est pour rien, c'est pas du tout un phénomène musulman, c'est un phénomène de crise patriarcale au sein de la cellule familiale. Donc déjà, si on doit faire le point méthodo, pardon, hein, mais parce que je passe des coups de stabilo sur ce que vous dites, et donc le premier point méthodo, c'est de dire, en fait, ces clivages ethnographiques que vous venez de citer, des nomades avec très peu de ressources au nord et des sédentaires qui ne sont pas agro-pastoraux, mais qui sont des fermiers au sud, ça, c'est une grille d'analyse. Qui peuvent également être pasteurs, hein, attention, mais oui, sont dominantes agricoles. Mais moi, j'ai souvent dit, imaginons que par un coup de baguette magique, l'opération Barkhane liquide tous les groupes djihadistes. Ça ne changera pas le problème. Il y aura toujours le problème de l'opposition, par exemple au Mali, entre les Touaregs et les populations du Sud. C'est plus que millénaire. À cela, je dis souvent que le djihadisme n'est que la surinfection d'une plaie ethnique. Ce n'est pas. Et c'est là où Paris s'est trompé. C'est là où les politiques européens sont trompés. Ils ont vu une affaire djihadiste. Non, ce n'est pas une affaire djihadiste. C'est une affaire sur laquelle le djihadisme va essayer de prospérer. Et comme aujourd'hui les Russes vont essayer de prospérer sur la nullité française, mais ce n'est pas une déstabilisation qui a été organisée par les Russes. Alors donc, si on reprend la longue histoire, ce qui est très intéressant, il va y avoir des phases. Il va y avoir des phases durant lesquelles les sédentaires noirs vont réussir à s'imposer aux pasteurs. À l'époque, des grands royaumes, royaume de Ghana, l'Empire de Mali, l'Empire Songhai. À ce moment-là, il va y avoir un rapport de force qui va s'établir et il va y avoir un rapport de force peut-être même en faveur des sédentaires par rapport aux pasteurs. Et puis, un grand événement va avoir lieu
à la fin du XVIe siècle, c'est la conquête marocaine du Liban. La conquête 1498 du Pachalik de Tombouctou, la fin de l'Empire Songhai, et les Marocains qui vont s'installer, donc qui vont créer ce Pachalik de Tombouctou. Le Maroc, à certains moments, va aller jusqu'à Tombouctou. Jusqu'à la conquête française, la prière du vendredi fut dite à Tombouctou au nom du sultan du Maroc. C'est très important de voir cela. Donc, la conquête marocaine va casser les derniers grands États qui étaient installés le long des fleuves. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir un émiettement des populations noires en petits royaumes. Ce n'est pas péjoratif de ma part. On dit en petit royaume territorialement, mais ils sont des grands royaumes, le royaume Bambara. Je dis petit au point de vue territorial par rapport à ce qui existait avant, et ce qui va profiter aux nomades. Et nous allons assister à partir de ce moment-là, nous sommes donc au début du XVIIe, avec un paroxysme au XVIIIe, qui va être la double poussée des nomades, une poussée nordiste par les Touaregs et une poussée longitudinale par les Peuls. Ce qui fait que les populations sédentaires noires du fleuve vont se retrouver prises dans la tenaille nordiste et longitudinale Touareg-Peul. Et là, voilà la situation qui existe au moment où se fait la conquête coloniale. Je reviendrai, si vous voulez, tout à l'heure sur les grands djihad Peul, parce que le djihadisme n'est pas une nouveauté dans la région. Il va commencer au XIe siècle avec les Almoravides. Il va continuer avec tous les djihadismes Peul, etc. Nous sommes à l'époque de Hayat Omar, de Sékou Amaroud, etc. L'empire de Sokoto. Alors, la colonisation va tout bouleverser. Elle va tout bouleverser parce que la colonisation va être accueillie favorablement par ceux qui sont en phase de suggestion par les populations pastorales et nomades. Et c'est pour ça qu'on va voir les Bambara qui auront été les derniers à résister à l'islamisation, le royaume Bambara. C'est pour cela que les premiers tirailleurs qui vont être engagés sont des tirailleurs Bambara. On va appeler sénégalais, mais c'est des tirailleurs Bambara qui vont, en rentrant dans l'armée française, venger l'histoire que leurs ancêtres ont subie depuis 2 siècles avec la poussée nordiste. Donc la colonisation va se faire au profit des sudistes, qu'elle va libérer de la pression nordiste, et aux dépens des nordistes. Ce qui ne va pas poser historiquement de grands problèmes politiques jusqu'au moment de l'indépendance. Pourquoi ? Parce que les rapports existent dans le cadre d'un gigantesque ensemble qui s'appelle l'Afrique occidentale française. Et à l'intérieur de cette Afrique occidentale française, il n'y a pas de frontières. Il y a des limites administratives, mais l'on passe d'une limite administrative à l'autre, ce n'est pas une frontière. Donc, le traumatisme ne va vraiment apparaître qu'au moment de l'indépendance. Alors, au moment de l'indépendance, que se passe-t-il ? Ce qui étaient des limites administratives deviennent des frontières d'État, avec ces jeunes États qui vont faire respecter leurs frontières. Mais le plus grave, c'est qu'il va y avoir 2 conséquences. Les nordistes ne vont plus pouvoir migrer d'une manière transhumante comme auparavant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le plus grave, c'est que vont être condamnés à vivre ensemble anciens prédateurs et anciennes victimes. C'est-à-dire comme si vous mettiez dans la même cage le renard et la poule. Rien de péjoratif dans cette image, mais c'est parlant. J'aime bien avoir des images parlantes. Ce qui fait que, comme nous sommes dans un contexte de démocratie, one man, one vote, la légitimité que nous imposons, nous, avec notre néocolonialisme idéologique et politique, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, le suffrage universel, les élections, mais ça c'est valable pour des populations, des peuples qui ont une tradition individualiste. Mais là nous sommes dans des civilisations dont la cohésion sociale est le groupe. Et comme les nordistes représentent moins de 5% de la population, ils vont être toujours battus aux élections par les sudistes. Résultat, les anciens prédateurs, entre guillemets, là encore, je ne prends... Dominant, disons, pour utiliser un vocabulaire marxiste. Voilà, prenons dominant, pour ne pas heurter nos auditeurs qui peuvent s'imaginer que j'ai... je parle en ethnologue, je ne parle pas du tout je ne mets pas de jugement de valeur. Moi, je suis un ethno-différentialiste. Donc, la différence de Jules Ferry et la différence des hommes de gauche, je ne mets pas d'hiérarchie dans les populations. Hein. Je dis, comme le maréchal Lyautey, je dis, les peuples de l'Empire sont différents, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres, nous sommes autres, comme en Europe. Alors, au passage, là aussi, pour resituer dans l'actualité, cet ethno-différentialisme devient de plus en plus à la mode sur X, Twitter.
puisque là aussi, toujours pour citer Kémy Séba, il venait de faire une analyse sur une des raisons qui avait pu dissuader la CEDEAO d'intervenir, pas la seule, hein, mais il soulignait, en ethno-différentialiste, que l'ethnie guerrière du Nigeria, ce sont les Haoussa, et que c'est aussi l'ethnie principale, l'ethnie dominante dans l'armée de l'État du Niger, et que ce serait une des raisons qui aurait pu aussi dissuader, une des nombreuses raisons qui aurait pu dissuader le Nigeria d'intervenir au Niger. En tout cas, il avait analysé ça avec cette méthodologie ethno-différentialiste que vous recommandez, qui était la mythologie de Sir Richard Francis Burton. Hein. Il en arrivait à cette conclusion-là. D'autant plus que les Haoussa représentent une grande partie de la population du Niger. Et que l'armée du Niger est composée à plus de 40% d'Haoussa. Donc, si vous voulez, là, vous avez le rêve des universalistes hors sol européens qui pensaient qu'une intervention pouvait se faire. Mais si elle se fait, elle va se faire dans un sens complètement contraire à ce qu'on peut imaginer. Et de toute façon, ce serait une catastrophe. Bon, je reviens. Juste avant ça, deux questions à vous poser sur le contexte que vous avez donné. D'une part, deux questions à vous poser. Oui. Donc, d'une part, en quoi on n'a pas substitué, vous parlez, de l'ethno-mathématique électorale, mais après tout, la France, au Liban, avait trouvé une rustine avec la Constitution. Enfin, c'est pas que la France, mais bon, le Liban avait trouvé une rustine en faisant une constitution qui disait le Premier ministre sera de telle religion. Alors, en l'occurrence, au Liban, c'est davantage la religion que l'ethnie qui va poser problème. Mais bon, on disait, voilà, alors la Constitution est formelle, le président du Sénat est de telle religion, le Premier ministre est de telle religion, le président est de telle religion. Et comme ça, même si on a des minorités qui auraient été absorbées par l'ethno-mathématique, on a quand même une nation qui est représentative. Ça, c'est la première question que je dois vous poser dans ce contexte. Et la deuxième, après, bien sûr, pardonnez-moi, mais continuez volontiers votre exposé. En quoi la France a merdé? C'est-à-dire, là, on analyse l'Afrique, mais il y a une vraie question qu'on veut se poser, c'est tout ce que vous décrivez, pourquoi les Russes l'ont compris autant que vous, et pourquoi vous, qui êtes un professeur français, qui avez enseigné à l'université Lyon 3, si je ne me trompe pas, pourquoi en France on ne vous a pas écouté? Donc voilà les deux questions, avant qu'on poursuive, sur lesquelles il faudrait qu'on ait une réponse. Alors attendez, on va parler de la première, ensuite vous me reposerez la seconde. Très bien, pas de problème. Je vais rapidement parler de la première. La Constitution du Liban a été inspirée par des gens, j'allais dire de droite, des Français de droite, des juristes de droite, et qui, eux, avaient une connaissance du réel. Tandis que aujourd'hui, nos pays européens, la France en particulier, sont dirigés par des gens qui ont une idéologie totalement différente. Mais donc on aurait pu. Ce que vous dites, c'est qu'on aurait peut-être pu. On aurait pu, oui, on aurait pu, mais on ne peut pas. On ne peut pas déjà parce que les Africains ne veulent pas. Et je vous pose une question très simple. Demain, l'on dit aux populations du sud du Mali, qui représentent 90% de la population, on leur dit, écoutez, voilà, vous allez quand même faire un partage du pouvoir avec les Touaregs, etc. On nous dit, mais écoutez, vous êtes bien gentils, vous les Français, mais chez vous, quand vous avez un parti politique, prenons l'exemple du Front National aujourd'hui, ou le Parti communiste hier, qui fait 30% des voix, est-ce que vous leur donnez des postes de ministres? Alors, donc il y a une démocratie pour les Blancs et une démocratie pour les Noirs, c'est du racisme. Votre démocratie, elle est universaliste ou elle n'existe pas. Donc, les démocrates français sont pris au propre piège de leur propre idéologie. Il aurait fallu le faire dès le début, en fait. Il aurait surtout fallu peut-être suivre plutôt Sékou Touré et Modibo Keïta qu'Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, lui, a voulu la territorialisation, alors que des gens comme Sékou et Modibo voulaient, eux, une vision plus large, dans laquelle il aurait été peut-être possible de faire une sorte de fédéralisme. Mais au niveau d'État, il est très difficile, parce qu'il y a une confrontation des ethnies, tandis qu'au niveau d'un vaste territoire, vous avez l'obligation de faire du fédéralisme, sinon ça ne tient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Là, c'est assez compliqué comme affaire. C'est une affaire juridique. Alors, ça, c'est le premier point. Voilà. Donc, la deuxième question, qu'est-ce que la France a raté? Je voudrais rebondir également sur... Oui, tout à fait. Ouais. Alors, rebondissez d'abord. Vous disiez que j'étais à l'IHED, j'étais surtout professeur à l'école de guerre, j'étais professeur à Saint-Cyr-Coët-Guidon, et j'étais au CHEM, etc. Alors, si vous voulez, j'ai constaté, moi, dès le début, la profonde dichotomie entre les réalistes, qui sont les militaires.
C'est quand le militaire ne sait pas, il cherche à apprendre. Pourquoi? Parce que le militaire risque sa peau. S'il fait une mauvaise analyse, il se fait flinguer sur le terrain. Tandis que les danseurs à claquettes de l'Élysée ou des affaires étrangères, les petits messieurs, les petits marquis, peuvent se planter. S'ils se plantent, le COS ou les forces spéciales iront les chercher, mais pas dans le cas contraire. Donc les militaires sont condamnés au réel. Et les militaires étaient parfaitement au courant de cela. Mais le problème, en France, ce n'est pas l'armée qui fait le pouvoir, qui fait la politique, ce sont les civils, c'est ainsi, n'est-ce pas? Le plus grave, c'est que le ministère de la Défense est dirigé par un civil, par des civils. Alors qu'à la tête du ministère de la Défense, il y a un civil, pas de problème. Mais ce n'est pas aux civils sortis de Sciences Po d'expliquer aux vieux colonels, aux généraux, comment fonctionne le système sur place en Afrique. Donc, il y a une différence totale entre les hommes de terrain. D'ailleurs, moi, je connais pas mal d'officiers à la fois maliens, burkinabés et nigériens. Je les ai formés. Je les ai formés à l'école de guerre. Ceux qui sont généraux, là, ont été mes stagiaires à l'école de guerre quand ils étaient commandants ou lieutenant-colonel. Donc, je les connais. Ce sont des gens qui apprécient parfaitement les militaires français parce qu'ils savent qu'ils parlent entre homologues, entre gens qui parlent le même langage. Ce sont les politiques qui ne parlent pas le même langage. Ce sont les politiques, ce sont les gens qui sont acquis à cette idéologie woke, à cette idéologie dominante qui est l'idéologie Sciences Po, Sorbonne, etc. Donc, il y a deux mondes. Donc, la France ne pouvait que se planter. Donc là aussi, un point de vue méthodologique, si vous me permettez de faire toujours de passer le stabilo, ce que vous dites, c'est ce que dit déjà Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire ce qu'il appelle le skin in the game en anglais, jouer sa peau, c'est ce que vous disiez. Et Nassim Nicolas Taleb disait, dans une administration, si on met le pouvoir de décision à des gens qui ne jouent pas leur peau, on va droit à la catastrophe. Donc là, c'est littéralement ce que vous venez de dire, c'est qu'en réalité, sur la question africaine, il fallait impérativement mettre les gens qui jouaient leur peau, à savoir les militaires, dans l'équation, et eux avaient tout intérêt à étudier l'ethnographie. Encore une fois, c'est ce qu'avait fait Richard Francis Burton en son temps, hein. C'était aussi un ethnographe, et un ethnographe extrêmement pointilleux. Et c'est lui qui a donné son slogan à cette chaîne, hein, « Fais de ta pensée un empire ». Donc, c'est vraiment un point important pour moi. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Je me suis beaucoup intéressé à Burton. À Burton, ouais, c'est vraiment, puis il parlait 27 langues couramment, etc. Donc c'était vraiment un des premiers grands ethnographes avant, bien après Ibn Khaldoun, mais bon, c'est un des premiers grands ethnographes de l'Afrique. Ibn Khaldoun sur les Hilaliens a un peu pagayé, hein. Il a un peu mélangé les choses. Hein. Disons qu'Ibn Khaldoun n'était pas un explorateur, que Burton, il vivait il adoptait les coutumes des tribus, il s'immergeait, quoi. Alors que Ibn Khaldoun, il y avait une distance assez différente qui faisait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas forcément comprendre. Donc en tout cas, ça c'est le premier point. Vous dites impérativement, il faut dans la bureaucratie française qu'il y ait du skin in the game. Et donc maintenant, vous dites, il y avait des gens qui ne payaient pas du tout le prix d'avoir ignoré l'ethnographie, et ils ignoraient l'ethnographie parce que c'était idéologique. Je traduis bien votre propos. Tout à fait, tout à fait. Ils avaient un présupposé. Le présupposé, c'est le suivant. C'est un présupposé qui a dominé l'école africaniste française. Moi, j'en ai pâti. Hein. Moi, c'était pas mes adversaires, mais mes ennemis qui m'ont flingué pendant toute ma carrière. C'est toute l'équipe des hautes études en sciences sociales pour lesquelles l'ethnie n'existe pas. L'ethnie est soit un fantasme colonial, soit d'une création coloniale. Alors moi, j'ai toujours, parfait. Donc, si je comprends bien, les Africains n'existaient pas avant la colonisation, puisque c'est la colonisation qui leur a donné leur nom. Donc, c'est la forme de racisme la plus absolue. Et la négation de l'histoire des peuples en niant le fait que les ethnies existent, c'est réduire les Africains à quoi ? À un néant. Mon camarade Auger, là, qui est professeur à Coët-Guidan, professeur de sociologie, l'a très bien expliqué dans son livre en disant que c'est la forme de racisme la plus absolue. Donc, une fois de plus, nous retombons sur le racisme de gauche. Le racisme de gauche, avec Jules Ferry, les races inférieures, les races supérieures, et le racisme de tous ces 68 arts d'école des hautes études en sciences sociales, les ethnies. C'est un fantasme colonial, une création de la colonisation. Donc, les Africains n'ont pas d'histoire. Résultat, le discours de Sarkozy à Dakar. Ah oui. Alors, ça va nous permettre d'enchaîner sur pourquoi pourquoi les Russes ont exploité
cette vulnérabilité au Sahel, parce que là, aussi bien vous que Kémy Séba ou d'autres commentateurs sont assez unanimes pour dire que ce ne sont pas du tout les Russes qui ont provoqué la situation. Par contre, qui sont tout à fait capables de l'exploiter, ça c'est exact, qui sont tout à fait capables de tirer les marrons du feu, mais bon, comme le font toutes les grandes puissances depuis la Première Guerre froide. Dans la Première Guerre froide, c'était souvent les Américains qui tiraient les marrons du feu. Ou en tout cas, quand ils ne pouvaient pas, ils provoquaient d'autres interventions. Et là, les Russes ont appris et sont capables de tirer les marrons du feu aujourd'hui. Pendant notamment les printemps arabes, c'est vrai que ce sont davantage les Américains qui ont pu faire jouer leurs intérêts. Je pense à la Libye, qui a été une catastrophe et qui est encore une catastrophe humanitaire aujourd'hui. Ensuite, les Russes. Voilà. Sarkozy et Bernard-Henri Lévy porteront cette responsabilité historique d'avoir déstabilisé toute une partie de l'Afrique. Déstabilisation peut-être pour un siècle ou deux. Hein. Ouais, et qui est humanitaire, parce que on le voit aujourd'hui avec les mouvements de migration. Alors que le régime de Kadhafi était un régime dans lequel les gens vivaient bien, le plus haut niveau de vie de toute l'Afrique. Kadhafi était devenu un homme de paix en vieillissant, devenu un Chibani, la règle de paix, etc. Et on va le flinguer au moment où, bon, on voit très bien la main cachée qu'il y a derrière tout cela. Enfin, et d'ailleurs, là aussi, Kadhafi, qui pourtant avait acquis un logiciel davantage marxiste, n'avait jamais renié l'ethnographie libyenne. Ah, il a fondé tout son pouvoir sur la connaissance des Khofs libyens et des tribus. Toute sa politique, la Jamahiriya, fonctionnait justement sur l'alliance entre le Khof de Cyrénaïque, le Khof de Tripolitaine et le Khof du Fezzan, avec les jeux d'alliance. Moi, je l'ai étudié, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle L'histoire de la Libye, les origines à nos jours, où je reprends... Moi, j'ai un peu travaillé en Libye, hein, j'ai fait un peu d'archéologie en Libye il y a quelques dizaines d'années. Je me suis beaucoup intéressé à ces populations et j'ai été frappé par le fait que le réalisme... Ça a été un idéologue dans une partie de sa carrière, mais cet idéologue qui a toujours joué la réalité tribale, ethnique, tribale, au sens noble du terme, n'est-ce pas? Il y avait un côté Machiavel, finalement, il y avait un côté Machiavel chez le jeune Kadhafi. Oui, disons, un homme qui connaissait le milieu et le peuple qu'il avait à gouverner et qui savait qu'on ne gouvernait pas contre les tribus. Ouais, qu'on ne gouvernait pas. Oui, ça, ou alors, si on gouvernait contre les tribus, il fallait s'appuyer sur d'autres tribus pour liquider, notamment son ennemi, c'était Misrata. Hein, l'ennemi de Kadhafi, c'est Jean de Misrata qui l'ont flingué. L'ennemi de Kadhafi, c'était Misrata. Pourquoi? Parce que Misrata, c'est une ville... Koulougli, c'est une ville turque, tournée vers la Turquie. Et aujourd'hui, la Turquie est une des plus grandes influences en Libye, d'ailleurs. Tout à fait. Et qui va descendre au lac Tchad. Parce que le terrain d'expansion normal de la Turquie en Libye, c'est jusqu'au lac Tchad. N'oublions pas que dans les années 1908-1909, donc 2-3 ans avant la conquête, avant la guerre italo-turque, avant la conquête italienne de l'Inde, les cartes que présentaient les services diplomatiques ottomans pour les partages de l'Afrique étaient des cartes qui allaient de la Tunisie jusqu'à l'Égypte sur la façade méditerranéenne et qui plongeaient par Bilma et jusqu'au lac Tchad, hein, avec les alliances, avec le royaume de Bornou, avec l'ancien royaume de Bornou, qui était un partenaire des Ottomans pendant toute la période. Les Ottomans étaient Karamanli. Hein, Ouais, c'est fascinant. Donc vraiment, cette méthodologie ethnographique et ethnodifférentialiste, on voit en tout cas sa capacité de déduction, sa puissance de déduction pour essayer d'anticiper les conflits. Et j'insiste, là, qu'on soit de droite ou de gauche ou du centre ou complètement apolitique, ça ne change rien. De même que la méthodologie de l'école des Annales a permis à Emmanuel Todd d'anticiper l'effondrement de l'URSS et d'anticiper l'effondrement de l'Empire américain, toujours sur des bases... fondamentalement même matérialiste, démographique, le taux d'alphabétisation, le nombre d'enfants par femme, etc. Et là, vous-même, qui pourtant n'êtes pas spirituellement un matérialiste, vous êtes croyant, si je crois être bien renseigné, mais là, vous avez une approche qui est complètement matérielle des choses, qui dit, voilà, écoutez, il y a eu des ethnies qui se sont différenciées sur des bases climatiques, sur des bases de biotopes, un biotope qui ne pouvait pas supporter des grandes populations, et qui nécessitait du nomadisme et un mode de vie agropastoral, un biotope qui permettait l'agriculture. Dans votre livre, vous commencez à 30 000 ans, mais on aurait pu remonter à 75 000 ans, l'éruption du mont Toba, qui, d'après le point de vue actuel, est à l'origine de la sortie d'Homo sapiens de l'Afrique. Et donc, vous dites, ça, c'est tellement profond dans l'histoire africaine que essayer de l'abstraire
avec une sorte d'arrogance néocoloniale, ça marchera jamais parce que ces lignes de faille sont comme de la géologie en fait dans l'histoire africaine et ce sont elles qui, enfin, comme vous le dites, elles n'expliquent pas tout, mais rien ne peut s'expliquer sans elles. Le réel, le réel qui fait que le refus de ce réel fait que aujourd'hui, il y a une différence entre la politique russe et la politique française. Alors, les Russes n'ont pas vocation et n'ont pas les moyens de développer l'Afrique. Voilà, Mais maintenant, oui, la question c'est ça, pourquoi les Russes ont tiré les marrons du feu et qu'est-ce qui devrait être différent avec eux? Je vous en prie. ben d'abord, les Russes savent lire une carte. Et l'on voit bien avec les Français, je prends un exemple très simple. Je suis en écran noir, vous m'entendez? Non, non, on vous voit, on vous entend, pas de problème. Parfait. Donc, un exemple très simple. Les Français vont quitter la République de Centrafrique dans un désordre complet avec François Hollande. Et les Français avaient commencé déjà à se désengager de Centrafrique sous Sarkozy. Qu'a fait Sarkozy? Sarkozy a donné ordre à l'armée française de quitter la base de Birao. Alors, Birao, c'est dans le nord-est de la Centrafrique. Or, Birao, c'est, si vous voulez, historiquement le verrou qui ouvre complètement sur le sud et vers le fleuve et qui ouvre également vers le Tchad. C'est la protection du Tchad. Où sont allés les Russes? Dès qu'ils sont arrivés en Centrafrique, ils ont commencé par s'installer à Birao. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà qu'ils nous ont décagnés, du coup? Parce que c'est quand même un peu ça que ça donne comme impression. Non, nous sommes partis. Enfin, nous. Oui, d'accord, on est parti, oui, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas poussés à la sortie, je suis d'accord. Non, Mais... la seule différence, c'est qu'il y avait un ambassadeur russe qui était là depuis 14 ans, qui connaissait parfaitement le pays et qui connaissait, tandis que les diplomates français qui passent pour 1 an, pour 2 ans, font quelques cocktails, ils reçoivent quelques personnes, ils font 2-3 voyages sur le fleuve et puis ils repartent ailleurs. Donc il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité dans l'administration française. Il y en avait à l'époque coloniale, il n'y en a plus. Alors, c'est vrai que les Russes sont réputés être de très bons ethnographes. Les Russes ont une excellente réputation en ethnographie, si je ne me trompe pas. Et en géographie. Et en géographie, oui. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai été invité au MGIMO à Moscou. Le MGIMO, c'est le grand institut. Donc, j'ai fait une conférence en français, 300 personnes qui comprenaient le français. Très peu avaient un casque sur la tête. J'ai été sidéré, je viens de commencer sur l'Afrique, j'ai été sidéré du niveau de connaissance africain qu'avaient mes auditeurs. Sidéré. Et le dîner qui s'est passé ensuite avec les responsables est un dîner qui pour moi était fascinant parce que j'avais en face de moi des Russes qui avaient mon âge et qui avaient une connaissance de l'Afrique que je pouvais partager avec eux. Eux connaissaient beaucoup mieux des pays dans lesquels ils avaient été impliqués, comme l'Angola. Moi, je connaissais plus de l'autre côté, Namibie, Afrique du Sud, etc. Mais c'est extraordinaire. Une approche qui était une approche ethno-différentialiste. Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, plutôt que de reconnaître ses erreurs, il est bien mieux de faire porter le chapeau aux autres. C'est ce que fait l'Élysée. Alors, les Russes sont méchants, ils nous chantent. Ben d'abord, les Russes font la guerre. L'OTAN fait la guerre aux Russes. Les Russes ouvrent des fronts sur les arrières de ceux qui leur déclarent la guerre. Hein. Il faut être logique. Il faut être logique. On ne peut pas dire on vous fait la guerre, mais surtout vous ne faites pas la guerre à nous, n'est-ce pas? Bon, c'est de la naïveté ou de l'imbécilité ou de l'infantilisme. Alors, les Russes savent lire une carte. Et il y a autre chose qu'il faut bien voir, et ça personne ne l'a vu, c'est qu'il y a eu, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, une grande école africaniste russe, et il y avait l'université Patrice Lumumba, qui a formé des générations entières. Par exemple, au Mali, vous avez à l'heure actuelle, parmi les dirigeants du Mali, des gens qui parlent russe. Vous aviez en Centrafrique des gens qui parlaient russe. Donc, les Russes ont renoué avec un certain nombre de relations, je dirais pas de réseau, mais de relations qu'ils avaient auparavant, et ça, on n'a pas vu. Les africanistes français qui travaillent uniquement sur des problèmes sociaux, syndicaux, ou la grève du port de Dakar en 1928, peuvent pas voir ce que c'est que cette profondeur historique et ces grands contacts. Alors voilà le grand problème. Moi, je dirais, je vais prendre une image de rugby. Moi, j'aime bien le rugby. Hein. Les auditeurs qui font du rugby vont me comprendre. Nous sommes dans une situation, sortie de mêlée, ouverture aux 3 quarts. Et là, les 3 quarts, voilà ce qui se passe. C'est là qu'on marque des essais, du coup. Eh oui, voilà. Sortie de mêlée. Confusion complète, on a tout trompé, djihadisme, islam, mais c'est pas ça, le problème n'est pas là. Alors maintenant, la clarté se fait avec sortie de mêlée. Alors, que va-t-il ?
Essai ou pas essai, je ne sais pas, on verra. Mais on est sorti de la mêlée. En tout cas, là, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en plus, contrairement au rugby, là, c'est des mêlées avec 4 ou 5 équipes à la fois. Enfin, c'est le principe de l'Afrique, quoi. On a toutes les grandes puissances qui essaient d'avoir leur part parce que ça reste le continent le plus riche minéralement au monde, avec peut-être justement la partie russe du continent eurasiatique, qui elle aussi est très très riche sur le plan minier. Mais bon, les Chinois sont moins connus pour être aussi compétents que les Russes sur cet aspect-là. Ils sont très puissants économiquement, il n'y a pas de problème, on les voit. Ils sont capables d'assujettir un pays en un claquement de doigts. On l'a vu au Vanuatu, on l'a vu dans d'autres pays. Dernièrement, c'était le Sri Lanka, mais l'Inde est intervenue et l'Inde vient de récupérer in extremis son influence au Sri Lanka. Très bien joué d'ailleurs, si on me demandait mon avis. Mais les Chinois, là, sont très discrets. Alors, autant à Djibouti, on sait qu'ils sont présents, c'est quand même un peu obligé pour eux, c'est les routes de la soie. Mais là, dans ce dossier, les Chinois sont très discrets. Et les seuls dont on entend parler, ce sont les perdants Paris, les futurs perdants certainement Washington, puisque Victoria Nuland vient quand même de se prendre une sacrée branlée, pardon de parler en termes diplomatiques soyeux. Et donc, les Chinois, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont attentistes, ils sont... Le Chinois est sur son compte à soi. Il regarde. Il regarde de quel côté va tomber la boule. Hein. Et ils sont là. On ne les entend pas. Ils avancent. Ils mettent leurs pions. Ils sont prudents ici. Ils sont plus audacieux là. Dans la question du Sahel, bon, ils ont déjà un rôle important avec le pétrole dans la zone. Ils vont avoir un rôle de plus important. Ils n'ont pas intérêt au désordre, hein, les Chinois. Le désordre n'est pas favorable au commerce. Hein. La Chine n'est pas pour la guerre, puisque la Chine est un empire commerçant. Et un empire commerçant ne veut pas de guerre, parce qu'il y a une guerre, les routes de commerce se coupent. C'est la grande contradiction avec Taïwan, cela dit, si vous me permettez. Ah non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Donc, je parle, bon, pour eux, c'est un là, on parle en Afrique, ouais. Moi, je parle de manière globale. Taïwan est un confetti pour la Chine. C'est rien du tout. Moi, je parle des grandes routes de la soie, je parle des grandes routes de l'océan Indien, je parle des grands axes de commerce qui se font. Et bon, c'est un petit peu comme à l'époque de l'Empire mongol. Hein. L'Empire mongol n'était pas un empire prédateur, c'était un empire commerçant qui faisait la guerre surtout pour maintenir ces axes de commerce. Et nous sommes là encore, moi je ne suis pas sinologue, mais le peu de lecture que j'ai pu avoir sur la question fait que lorsque, là encore, une approche ethno-historique, l'on comprend des choses qui vont au-delà du communisme, au-delà du maoïsme, qui sont des épiphénomènes. Ce sont des superstructures, comme auraient dit les marxistes. Mais les lignes de force, moi je préfère parler de constantes parce que je suis un Bainvillien, les lignes de force sont là. Et le drame des Occidentaux et le drame des Français, c'est d'avoir ignoré les lignes de force au profit de l'idéologie. C'est-à-dire la superstructure aux dépens des lignes de force et des constantes. Et vraiment, on insiste, si on avait suffisamment étudié ces lignes de force, on aurait pu anticiper ce qui se passe au Niger, on aurait pu agir autrement. Quand je dis on, là je parle de Paris. On aurait pu éviter, bon d'ailleurs, d'abord une très mauvaise situation pour les soldats français, puisqu'il y a ça quand même comme problème aujourd'hui, dont le Quai d'Orsay semble pas se préoccuper outre mesure. Et puis, bon... Je ne suis pas très inquiet pour ça, parce que les rapports de camaraderie entre les officiers africains et les officiers français sont très forts. Ils ont été formés dans les mêmes écoles, ils se connaissent, ils ont fait la guerre depuis 10 ans ensemble. C'est une affaire de civil, ça. Je vous prends le pari. On confie la gestion de l'affaire à un bon général des troupes de marine qui a fait une campagne. Moi, je vous dis 10 noms de gens compétents qui veulent le faire. La question est réglée, pas réglée, mais pacifiée en quelques heures, hein, en quelques heures. Mais il faut retirer ça aux civils. Non, je crois qu'il y a là d'autant plus que les militaires sont parfaitement conscients de... Moi, j'ai eu des réunions d'état-major, etc., parce que, bien qu'ayant été viré, je continuais à aller, bien entendu, dans les états-majors, parce qu'ils avaient besoin d'un peu pas de mes éclairages, mais un peu de mes connaissances. J'en ai quelques-unes quand même sur la question. Et bon, ils partageaient exactement. Toute l'armée française savait très bien ce qui allait se passer au Niger. Alors quand le président Macron nous dit qu'on ne lui a pas appris, ben c'est une plaisanterie. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais moi je peux apporter la preuve
que dans les milieux, comment dirais-je, des états-majors de force et du renseignement, tous ces éléments non seulement étaient connus, mais étaient transmis. Oui, le Canard enchaîné a publié que Macron aurait passé un savon à la DGSE, donc au service extérieur français. On ne vous demande pas évidemment de nous faire part de choses confidentielles, mais ce qu'on peut dire à partir de sources publiques, c'est que la DGSE l'avait prévenu, Ben oui, et que simplement ça a été ignoré, mais que là, en l'occurrence, on peut pas jeter la pierre à la DGSE là-dessus. Autant quand il y a eu le printemps tunisien, je dis bien tunisien, parce qu'après la CIA est intervenue dans les printemps arabes immédiatement après. Mais le tunisien était vraiment particulier et à mon sens unique, parce que la CIA, selon moi, vous allez penser que je suis sans doute naïf, mais selon moi, la CIA l'avait pas vu venir celui-là. Et en l'occurrence, à l'époque, certains dans les renseignements américains s'étaient pris un savon. C'était fait parce que là, ils n'avaient rien vu venir. Mais la DGSE, elle avait vu venir, on est bien d'accord. Elle avait totalement vu venir ce qui se passait au Niger. je vais vous donner un autre exemple, un peu d'histoire. L'affaire de Libye. Quand la guerre a été déclenchée contre Kadhafi, j'étais professeur à l'école de guerre à ce moment-là. Et la veille de l'attaque, je déjeune dans un restaurant près de l'école de guerre avec 2 colonels français, dont l'un parle le Toubou, les divers dialectes Toubou, etc., connaissant parfaitement la question. Et il était catastrophé. Il me dit, nous avons mis sur le bureau de Sarkozy tous les événements qui vont se passer si nous attaquons la Libye. Voilà les conséquences, tout. Il a refusé d'en tenir compte. Donc, ils lui ont mis... Non, la France le savait bien, les militaires le savaient. Il ne fallait pas y aller, surtout pas y aller. Voilà les conséquences qui vont se passer. Ben non, ils y sont allés. C'est la même chose. Problème entre... Alors, comme les militaires sont tenus au silence, ils parlent, Oui, la grande muette. ils parlent quand ils ont à la retraite, ils écrivent des livres, mais c'est trop tard. Mais moi qui connais bien le milieu militaire, je vous garantis que ça passe mal. Hein. Ça passe très mal parce que ils ont prévenu, ils s'entendent très bien avec leurs homologues africains, c'est le rapport de camaraderie, ils ont fait les mêmes écoles, l'école de guerre, où ils ont fait Saint-Cyr ensemble ou l'école de guerre ensemble, ce sont des camarades. Et ils sont allés au feu ensemble et les civils de Paris, les danseurs, moi je les appelle les danseurs à claquettes, les petits marquis de l'Élysée et des Sciences Po. Ouais. Bon, ça, c'est un point de vue qu'on voulait vraiment avoir. Alors évidemment, la prochaine étape, c'est le Tchad. Alors, sans être Madame Soleil... Pardon ? C'est différent, le Tchad. Alors justement, sans essayer de prédire l'avenir, mais toujours en restant dans la méthodologie de la compréhension des lignes de force, quelles sont les forces et les faiblesses aujourd'hui du Tchad? Et évidemment, quelles seraient, là on va plutôt parler en termes d'échecs qu'en termes de rugby, puisque le rugby est moins populaire en Russie, donc on s'attend davantage à ce que le rugby illumine la psychologie française que la psychologie russe. Mais à votre avis, quel est le prochain coup? Quel pourrait être le prochain coup des Russes? Quelles sont les forces et les faiblesses du Tchad aujourd'hui, qui quand même, pour ouvrir, on est bien d'accord, est aujourd'hui le pays le plus sous pression de toute l'Afrique? Oui, alors le premier problème, je ne dirais pas que c'est russe, le premier problème sont les ONG. Ce sont les ONG qui sont en train de saper complètement l'autorité Libye, hein, avec au nom des droits de l'homme, la bonne gouvernance, etc. Alors, toutes les forces d'opposition jouent de ces ONG qui jouent, elles, un jeu très bizarre, très trouble. On ne sait pas bien ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, force de déstabilisation. D'un pouvoir qui est un pouvoir relativement fragile. On peut dire les choses. Là, vous parlez quand même un petit peu de Soros, vite fait, là, comme ça, mine de rien, sans vouloir forcément citer des noms. Mais... Bon, peut-être, voilà. Donc, peut-être. Je vous laisse. Moi, je n'ai, c'est certain, mais je n'ai pas d'éléments tangibles permettant que je peux vous dégager les grandes. Moi, comme je dis souvent, je fais des autopsies et je laisse la résurrection des âmes au clair, n'est-ce pas? Saint-Lazare. Donc, j'essaie d'expliquer la situation. Les grandes fractures qui ont provoqué les guerres du Tchad pendant 25 ou 30 ans sont toujours là. Les grandes fractures internes au Tchad. Hein, en fait, tout se passe entre les gens du Nord. Les gens du Sud comptent pour du beurre. Ils sont majoritaires, mais ils comptent pour du beurre. Donc, tout dépend des relations internes entre les grands groupes ethniques et à l'intérieur de ces grands groupes ethniques nordiques, les rapports de force entre les clans. Ce plus les tribus sont les clans. Bon. C'est une alchimie excessivement compliquée
qui peut éclater à n'importe quel moment. Alors, comment peut-elle éclater, cette alchimie? Toujours par les forces extérieures. Moi, je ne vois pas tellement, pour le moment, un danger venant du Sud. Je vois deux dangers pour le Tchad. L'éternel danger de l'Est avec le Soudan, c'est-à-dire la déstabilisation du Soudan. Parce qu'en fait, le problème du Soudan, c'est simple. Ce sont les Nubiens contre les Arabo-stépiques. C'est la colonne vertébrale de la Nubie, c'est-à-dire les gens du fleuve, qui se bat, l'armée qui se bat contre les populations nomades de l'Ouest qui représentent la milice. Grosso modo, si vous les résumez, vous avez résumé la situation. Il y a les confréries également, mais si vous résumez grosso modo la situation. Donc, tout ce qui provoque un désordre au Soudan a des conséquences au Tchad. Pourquoi? Parce que aussi bien les Ahawa que les Bédayat et que les ethnies qui sont dans l'est du Tchad sont à cheval sur les deux pays, Soudan et Tchad. Donc, problème à surveiller ce qui peut se passer au Soudan. Et à quel moment les partenaires, ceux qui sont impliqués dans les guerres du Soudan, auront intérêt à élargir le conflit vers le Tchad. Premier problème. Le deuxième problème, c'est la Libye. Alors, c'est la Libye. Bon, merci Sarkozy, merci BHL, toujours le problème de la Libye. Alors, le problème de la Libye, c'est le suivant. Aujourd'hui, sur la Tripolitaine, pas la Cyrénaïque, mais sur la Tripolitaine, ceux qui sont à la manœuvre, ce sont les Turcs. Pas en Cyrénaïque, mais la Tripolitaine, c'est elle qui descend directement sur le Fezzan et sur le Tchad. Or, n'oublions pas que nous sommes dans une phase de renaissance ottomane. Erdogan est un grand nationaliste, il renoue avec son histoire. On le présente comme un personnage un peu spécial en Occident, mais c'est un grand nationaliste turc et il joue. Moi, je dis souvent, si j'étais turc, je voterais Erdogan, parce que. Puis surtout, il l'a revendiqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de surprise. Erdogan a clairement dit qu'il voulait. Il n'y a pas de surprise. Il avance. Donc, il a repris pied en Tripolitaine, pas en Cyrénaïque. C'est une situation différente. On pourrait expliquer par l'histoire d'ailleurs de la Libye, qui est fort intéressante. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Libye. Et je vous l'ai dit il y a 10 minutes, un quart d'heure, n'oublions pas que l'influence turque allait jusqu'à Bilma et allait quasiment jusqu'au lac Tchad avant la période coloniale. Donc, pour les Turcs, le lac Tchad, c'est leur arrière-cour. Donc, de l'autre côté, il y a l'influence française. Alors, que va faire le président? Comment va-t-il jouer dans ses rapports de force? Il a déjà essayé de ne pas être mêlé à la soi-disant intervention de la CEDEAO en disant qu'il n'y participerait pas. C'est très sage, très très sage. Pour le reste, il est encerclé d'ennemis. Il est complètement encerclé. Le pays est totalement encerclé par des forces, pas forcément d'ennemis, mais des forces potentiellement de déstabilisation. Oui, donc même la Centrafrique, peut-être le Cameroun pour l'instant n'est pas encore. Le Cameroun, le président est âgé, il y a des problèmes à la fois nord-sud, est-ouest, le Cameroun. Même là aussi, ça pourrait être. Je m'avancerai moins. Mais si vous voulez, la plupart des pays de cette zone, la Côte d'Ivoire a toujours son problème nord-sud. Alors, ce problème nord-sud va-t-il être infecté par la contagion burkinabé avec par certains groupes Peuls qui peuvent déstabiliser en jouant la carte djihadiste? Les Peuls, comment on dit, le djihadisme? Non, c'est le djihadisme va être le paravent pour la défense d'intérêts, parce que les Peuls sont menacés dans leur zone également. Donc, quand vous noyez, vous accrochez à n'importe quoi, à n'importe quel radeau qui passe. C'est très compliqué. Voir cela depuis l'Europe avec les présupposés européens et l'analyse que nous avons dans des pays qui sont des pays relativement pacifiés et dans lesquels le courant marche, il y a l'eau et de l'essence, etc. Je dirais que la France est en train de devenir un pays du tiers-monde. Bon, mais ce n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. C'est difficile. Et puis surtout, avoir une vision de l'Afrique depuis le quartier latin ou depuis l'Élysée, c'est pas. Moi, j'ai fait 50 ans en Afrique. Moi, ça fait 50 ans que je bourlingue en Afrique. J'ai fait plus de 10 ans en Afrique de l'Est, j'ai fait 10 ans en Afrique australe, j'ai fait plus de 10 ans au Sahel, j'ai fait plus de 10 ans dans les pays du Maghreb, l'Égypte, etc. Donc, j'ai une vision, moi, qui est une vision locale, des visions régionales, qui me permettent d'avoir une approche globale, mais différenciée. Je ne généralise pas.
C'est vraiment la méthodologie que vous avez partagée avec nous. Donc, comprendre les lignes de force ethniques, essayer de remonter parfois à très longtemps dans l'histoire. C'est vrai que bon, on a eu une période un peu de positivisme. Alors aussi bien le positivisme kantien que le positivisme marxiste qui disait que on avait l'homme soviétique et qu'au fond, comme on a l'homme soviétique, il est fongible, il est interchangeable. Même le colonel Douglas MacGregor en parlait récemment. Il était interviewé sur la question justement de la position de la France au Niger. Et il disait, voilà, on a ce problème fondamental qui est que certains ont une grille d'analyse, notamment les néoconservateurs. Il ne faut pas oublier que les néoconservateurs Oui, aux États-Unis sont des trotskistes et ont sont une des grille trotskistes d'analyse. sont des trotskistes recyclés. Voilà, Et encore, absolument. ils sont les mêmes. Recyclés. Ce sont les mêmes qui sont quasiment au pouvoir en France, Ah, ou dans mais les alors, allées, voilà. ou dans les allées du pouvoir. C'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on n'a pas cité ce terme qui parfois fâche, néoconservateur, mais il permet d'expliquer au fond, parce que dans le positivisme soviétique, il y a eu quelques tenants. Bon, Staline n'en faisait pas partie, il était géorgien, etc. Mais bon, lui, c'était davantage comment dire, un opportuniste ou un machiavélien qu'un idéologue fondamentalement. Quoi. Quand il disait à sa mère qu'il était le nouveau tsar, on voit bien que c'était pas tant l'idéologie que le situationnisme qui le préoccupait. Mais on a eu des gens qui pensaient vraiment qu'un homme soviétique allait émerger et que toutes les ethnies allaient disparaître. Que voilà, tous les fondements ethniques, etc., toutes ces choses-là allaient disparaître. Il y avait un homme fongible. Le point le plus important, c'est qu'il était fongible. Un homme en vaut un autre. Et en fait, voilà, vous savez, dans le domaine aujourd'hui des crypto-monnaies, on parle des NFT, hein, les jetons non fongibles. Les œuvres d'art, par exemple, ne sont pas fongibles. Eh ben, on a oublié que les ethnies n'étaient pas fongibles en Afrique. Et on a essayé de les rendre fongibles en disant toutes les ethnies se valent, tous les Africains se valent. Ah oui, mais ça, Donc, du coup, attendez, moi je vous arrête. hmm. Moi, je ne mets pas de hiérarchie. Moi, je dis tous se Non, non, valent, mais se valent d'un point de vue mais, comportemental, je parle. mais, mais tous ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, voilà. C'est pas, oui, quand je dis se valent, c'est évidemment Oui, pas d'un point de oui, vue jugement de valeur. On voilà, n'est passé pas Galton qui disait que les voilà, voilà. Écossais étaient du niveau Mais des Athéniens. il Oui, est, bien il, sûr. il est bon de le dire parce qu'il suffit de couper 3 phrases, de les mettre sur un écran et nos bons amis vont dire Oui, regardez. Voilà. Non, je non, suis bien d'accord. En effet, je suis non. bien d'accord. Un texte sans contexte est un prétexte. Ah, Mais exactement. voilà, mais bon, en effet, donc c'est vraiment ça. Mais l'idée que le comportement humain allait être systématiquement le même, indépendamment de l'ethnie. Même Gandhi a eu beaucoup de mal avec ça, et pourtant il a essayé d'abolir le système de caste. Donc le premier point, vous avez dit voilà. Ouais. Heureusement qu'il ne l'a pas aboli. C'est la force de l'Inde et c'est pour ça que l'Inde va l'emporter sur la Chine en Afrique. Oui, mais il l'a domestiqué. Disons il a enlevé les extrêmes sur les castes, que quand même la case des intouchables Mais la aujourd'hui force, peut oui, avoir. mais, non, mais Voilà. la force de l'Inde, c'est qu'elle a ces structures que n'a pas la Chine. La Chine est composée de nouveaux riches. Les élites historiques chinoises ont disparu. Les nouvelles élites sont celles du Parti communiste et elles n'ont pas les millénaires de formation qu'avaient les anciennes élites, les siècles. En Inde, vous avez encore cette hiérarchisation qui fait que les Indiens peuvent avoir du personnel qui s'adresse à toutes les facettes du monde. L'élite Mmh. aristocratique, le prolétariat, les industriels, etc. Pas les Chinois. Mmh. Oui, l'Inde est en quelque sorte multilingue culturellement. Et puis, Et, comme elle n'a pas eu de et, révolution culturelle. et socialement, au point de vue degré. Oui, ça, c'est bah, on sera ravis d'en reparler dans une autre émission. On va passer aux questions, mais bon, juste avant, alors un petit point ainsi quand même. Macron a aussi été reconduit du sommet des BRICS. Ça, c'est quand même un point sur lequel il fallait terminer. Donc, c'est-à-dire, voilà, là enfin, c'est quand même historique, mine de rien, ce qui se passe, la perte d'influence de la France au Sahel. On est bien d'accord pour faire un point historique en termes de précédent, si on était, puisque vous parlez de sport, de rugby, si on était dans les statistiques sportives, c'est pas arrivé depuis un certain temps, tout ça, peut-être même depuis la guerre au Biafra ou autre chose. Si vous avez un point d'analyse, on est d'accord que c'est historique ce qui se passe. Ben, que la France soit écartée. D'ailleurs, qu'aurait pu faire la France dans les BRICS? Sa place n'est pas là, puisque la France est alignée Sur sur l'OTAN. l'OTAN. Les BRICS se constituent justement pour être un pôle d'équilibre. La France ne peut pas être dans les deux. Et, la France, à l'époque du général de Gaulle, Question pouvait que j'allais être vous poser. là, mais plus maintenant, puisque Sarkozy, là encore, ont complètement fait rentrer la France, ont supprimé toute autonomie. Dans l'histoire, dans le drame Ukraine-Russie, enfin, le drame OTAN-Russie, c'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. La France
une France, moi je ne suis pas gaulliste, mais Oui, pourtant, voilà, je voulais souligner ça, vous n'êtes pas gaulliste, mais pourtant vous dites clairement, du temps du général et peut-être même jusqu'au temps de Dominique de Villepin, qui n'est pas particulièrement un ami personnel, la mais France aurait pu aller au BRICS. mais absolument. La France pouvait être écoutée parce qu'elle n'était ni d'un camp ni de l'autre. Elle avait des amis des deux côtés. Et ce qui s'est passé au début, quand Poutine est arrivé au pouvoir, Poutine avait nourri de grands espoirs dans la France. Seulement la France, maintenant, joue au petit caniche de l'OTAN et on rajoute. Parce que les dernières fusées qui ont détruit les 3 ponts russes sont des fusées fournies par la France. Et les scalps, ouais, tout à fait. Des dernières générations. Non, mais après, l'Élysée s'étonne que les Russes profitent du vide, des erreurs ou de la nullité française pour marquer des points contre la France. Ce que j'ai au début. Je vous fais la guerre, mais ne me faites pas la guerre, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment d'accord. Bon, bah, c'est très clair. Mais alors du coup, alors bon, il y avait un petit point, mais c'est dommage, en 5 minutes, on peut pas attaquer ça. Je sais que ce serait un point ultra, comment dire, polémique, controversé, tout. C'est la situation de l'Afrique du Sud, puisqu'en ce moment, elle héberge le sommet des BRICS. Elle a viré, bon, c'est vraisemblablement une intervention russe, cela dit, qui aurait demandé à ce que Macron soit éconduit du sommet des BRICS. Je n'ai pas toutes les informations, mais des informations que j'ai vues passer, c'est vraisemblablement Moscou qui a exigé que la France soit éconduite. Mais bon, en ce moment, puisqu'on parlait d'ethno-différentialisme, etc., l'Afrique du Sud est pas mal en ébullition. Alors, c'est même un point de vue où on aurait été, comment dire, moi j'ai encore beaucoup d'idéalisme de ce point de vue-là. Je continue à croire que Mandela pensait vraiment à une Rainbow Nation, mais que l'ANC est une usine à corruption, une usine à bakchiche, et qu'elle a complètement, elle a redistribué des ministères, des subsides, etc. Mais en ce moment, on voit bien une chose, c'est que l'Afrique du Sud est en pleine ébullition. Alors, certains disent que les services américains n'y sont pas étrangers. Vous vous rappelez aussi bien BLM aux États-Unis, enfin la guerre de tous contre tous, le communautarisme aux États-Unis et la guerre de tous contre tous. On sait qu'elle a connu des subventions. Enfin, elle a été subventionnée en partie. On sait même quelles fondations sont intervenues dans le financement de cette guerre de tous contre tous, alors que Martin Luther King, lapsus révélateur, Martin Luther King lui-même disait je ne fais pas mon mouvement pour les Noirs, mais je le fais autant pour les Blancs, parce que la tradition fondamentale des pères fondateurs est en train d'être trahie aujourd'hui. Alors ça pouvait être certains discours rhétoriques ou politiques, ou bien quelque chose d'honnête, mais en tout cas c'est ce qui le séparait de Nation of Islam, et c'est ce qui le séparait des Black Panthers, quand il disait moi je ne considère pas que je fais simplement mon mouvement pour les Noirs. Or là, en Afrique, c'est vraisemblablement en train de partir en vrille, et on a des appels. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que c'est encore sauvable? Vous parlez de l'Afrique du Sud. Oui, d'Afrique du Sud, pardon, en Afrique du Sud, bien sûr. Non, mais vous faites allusion au discours de Julius Malema à King de Bourg. Oui. C'est ça, oui. Ouais, c'est un discours qui n'est pas nouveau. Malema le tient depuis qu'il s'est séparé de l'ANC, depuis qu'il a quitté la Youth League de l'ANC. Mais avant, l'ANC le taclait direct quand il faisait ça. Oui, mais aujourd'hui, l'ANC a besoin de ses voix, parce que l'ANC est en perte de vitesse, et l'ANC va avoir besoin de ses voix, pas tellement, à mon avis, pour les élections présidentielles, mais pour les élections régionales et communales, où le jeu des alliances, le système électoral fait que l'opposition démocratique peut gagner pas mal de villes. Et bien souvent, ça va être les 10% ou le 11% de Julius Malema qui vont faire la différence. Donc l'ANC ne peut plus se passer, ne peut plus le regarder de haut. Donc automatiquement joue un jeu qui est un jeu d'équilibre, parce que l'ANC sait très bien que si les terres des fermiers blancs sont nationalisées, c'est la mort de l'Afrique du Sud, parce que ce sont ces terres-là qui nourrissent tout le cône austral. Et l'exemple du Zimbabwe l'a très bien montré. D'ailleurs, au Zimbabwe, on restitue des terres. Et donc, d'un côté, il est pris entre cette nécessité, l'ANC est pris entre cette nécessité d'avoir l'alliance, l'appoint électoral de Julius Malema, et de l'autre côté, la nécessité de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc, c'est très, très délicat. C'est très délicat. C'est une situation difficile.
avec en plus une grosse crise économique, hein, dans la mesure où il y avait, au moment du passage du régime blanc au régime noir, toute une micro-industrie qui existait en Afrique du Sud, parce que l'embargo avait fait que les Sud-Africains avaient créé une industrie de substitution qui était remarquable, et qui a été tuée par les Chinois. Parce que les Chinois et les Indiens, notamment tout ce qui était fabrication de vêtements, fabrication de chaussures, de petits mécanismes, etc., tout cela a été tué parce que c'est arrivé beaucoup moins cher par container depuis la Chine ou depuis l'Inde. Donc, il y a tout un tissu de moyennes entreprises qui a totalement disparu. Et il y a un chômage qui est épouvantable. Vous avez presque 50% de la population qui vit par le social grant, par l'aide, n'est-ce pas? Donc, les inégalités se sont encore creusées, elles sont encore plus fortes qu'à l'époque du régime blanc. Et c'est une situation qui est très grave, Alors, que peut-il se passer? Le bouc émissaire blanc est là. Si vous voulez, le joker comment dirais-je, des maximalistes noirs sud-africains sera de s'en prendre aux blancs, comme Mugabe l'avait fait au Zimbabwe. Avec les conséquences qu'on connaît. Ce qui va donner une satisfaction électorale immédiate, mais qui va encore accentuer le problème. Pour des raisons que j'ai longuement expliquées, j'ai fait plusieurs livres sur l'Afrique du Sud, un pays que je connais pas mal, je connais bien même. C'est des raisons là, nous sommes dans des raisons structurelles. Hein. Donc, vous me parliez du rôle des Américains et autres, mais là aussi, c'est de l'épiphénomène. Il y a des grandes constantes, et sur ces grandes constantes, certains peuvent mettre un peu de piment ou un peu de pommade. Hein. Mais on peut exploiter les lignes de faille, justement, des puissances étrangères pour elles. Alors, je comprends très bien que l'Afrique est dans une situation l'Afrique du Sud, pardon, hein, dans une situation très délicate, avec des risques d'implosion majeurs, et que la Rainbow Nation ne pouvait exister que si on avait, comme dans les temps anciens, des grands groupes de sages, de gens qui s'étaient retirés 40 ans des affaires de la vie. Je pense un peu à la Suisse avec Saint-Nicolas de Flux. Vous voyez, Saint-Nicolas de Flux, il se retire sous une cascade, il médite, le type devient un saint, il est limite capable de ressusciter les morts. Là, c'est bon, on peut unifier un pays autour de ça. Il y a une chance qui a été passée en Afrique du Sud. Moi, j'ai bien connu, j'étais sur place et j'étais assez présent dans l'affaire. Il y a eu une négociation secrète qui s'est faite entre Nelson Mandela et le général Viljoen. Le général Viljoen et le général Viljoen et Nelson Mandela se respectaient. C'était deux vieux chefs. Nelson Mandela, c'était le chef Xhosa et Viljoen, c'était le chef Boer. Ils se parlaient en Xhosa, tous les deux. Ils se parlaient en Xhosa. Et donc, et tous les deux se respectaient. Et là, il y aurait eu quelque chose à faire. Mais ce n'était pas possible. Dans le contexte universaliste, démocratique, droit de l'homme, one man, one vote, ce n'était pas possible. Là, c'était un système féodal. Moi, je crois beaucoup en Afrique, alors au sens noble du terme, à une évolution féodale. Mais voilà, dans le sens, je ne vais pas dire à la libanaise, mais vous m'aviez dit que c'était pas idéologiquement tout. On est quand même à l'époque de TikTok, des réseaux sociaux. Enfin, ça serait inacceptable. Le moindre texte de loi serait passé au peigne fin, serait reproduit sur Twitter, etc. Mais voilà, c'est vrai que. Regardez comment l'IOT a évité au Maroc de devenir l'Algérie. Imaginez. Ça y est, vous allez causer une guerre nucléaire dans le chat. Donc là, ça y est, là, on est dans la guerre nucléaire absolue dans le chat. Alors, moi, je préférais parler du Liban pour ça. Non, mais parce que la vraie question, c'était une constitution à la libanaise était-elle possible pour l'Afrique du Sud? Vous allez me dire non, c'était pas possible parce que en 94, je ne sais pas de quand date la constitution sud-africaine, ça c'est vous qui savez. Oui, 94 et confirmé en 96. Ok, donc entre 94 et 96, une constitution qui dit tel poste sera blanc, tel poste sera zoulou, tel poste sera ceci, tel poste sera cela, on est d'accord que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il eût fallu donner un coup de pied dans la bien-pensance internationale. Donc concrètement, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud est pas capable de mettre un coup de pied dans la bien-pensance internationale. Alors soit elle dit, allez tous vous faire voir.
d'autant plus, cher monsieur, que l'idéologie de l'ANC était une idéologie panafricaniste, et non pas une idéologie fondée sur les peuples. Justement, Oui, tout à fait. voilà, je pense qu'il y avait d'autres partis politiques en Afrique du Sud qui, eux, avaient cette approche. Par exemple, le parti de Lucas Mangopé au Bophuthatswana avait cette approche, mais pas l'ANC. L'ANC avait une vision panafricaine. Mais alors, du coup, bon, avant de prendre les questions, enfin, on y est presque, hein. Est-ce que ça signifie pas, en gros, qu'il faudrait une innovation politique? Après tout, on calque des modèles, donc voilà, le modèle libanais, et cetera, bon, le modèle libanais, il est pas parfait, mais il a quand même vachement bien tenu par rapport aux tensions énormes qu'il y a dans la région. Il est loin d'être parfait, tout le monde le sait, les Libanais sont les premiers à le savoir, mais en même temps, le Liban a beaucoup plus de problèmes avec sa banque centrale qu'avec sa constitution aujourd'hui, ce qui est limite et révélateur de la puissance ou de la relative résilience, on va plutôt le dire comme ça sans être idéaliste, de cette constitution qui disait, bon, on va essayer d'équilibrer les pouvoirs, et puis tout le monde sera content dans ce pays multireligieux, multiethnique, multiculturel, multi-tout. Et donc, est-ce que ça ne signifie pas que l'Afrique devrait chercher activement des génies politiques, des leaders, des innovateurs, des gens, encore une fois, bon, je vais reciter le cas de Saint-Nicolas de Flux, parce que sans lui, la Suisse n'existerait pas. Et Saint-Nicolas de Flux, c'est quand même un type qui s'est retiré sous une cascade, qui s'est retiré dans un coin paumé de la Suisse pour méditer. En plus, on peut visiter encore l'endroit où il se retirait. C'était une cellule de moine. Le mec, il était dans 15 mètres carrés, même pas. Et il s'est retiré alors que c'était un soldat, le type a coupé des têtes, quoi. C'était pas un pacifique, quoi. Bon, il est devenu pacifiste après, mais c'est un type qui avait coupé des têtes. Et il se retire dans cette cellule de moine, et là, boum, alors tout le monde vient le consulter parce que les cantons n'arrivent pas à s'entendre, c'est évident, ça parle 4 langues, ça a des alignements avec, avec l'Empire, avec ceci, avec cela, enfin tout le monde se déteste. Et ils viennent le consulter pour trouver une solution, pour trouver un consensus, qui en politique est précieux, et ils trouvent. Et puis son héritage amène la Suisse. Bon. Alors, mais le problème de l'Afrique, et ça je l'ai expliqué dans un livre qui a pour titre « Osons dire la vérité à l'Afrique », c'est qu'il faut que l'Afrique se débarrasse de la néocolonisation idéologique. Oui, donc le modèle constitutionnel, etc. Moi, c'est là-dessus où je suis d'accord avec Kémy Séba. Il faut que l'Afrique... Alors, les conclusions sont différentes, parce que lui est un universaliste africain. Moi, je reconnais les différences des zones africaines. Mais sur le point de départ, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que l'Afrique redevienne elle-même, reprenne en main son destin, cesse de tendre la main. Parce qu'à partir du moment où vous tendez la main, ben, vous êtes esclave. Parce que vous dépendez de ceux qui vous donnent. Hein. C'est évident, c'est clair. À partir du moment où vous n'êtes pas libre de votre décision, vous n'êtes plus maître de votre propre destin. Donc, les idéologies, se débarrasser des ONG, tous ces ONG misérabilistes, qui font des petits travaux, des petits moyens, des petits projets, des petites ambitions et du grand désordre, se débarrasser de cette idéologie universaliste individualiste, se débarrasser de toute cette influence LGBT, toute cette décadence qui nous vient des campus. Qui prend pas, le wokisme ne prend pas en Afrique pour l'instant. Non, mais l'idéologie des Blancs qui imposent leur idéologie et leur façon repose en partie sur et commandée par cette. Heureusement. LGBT ne prend pas en Afrique, heureusement. Et en Afrique, on confond pas. Je ne veux pas confondre LGBT et wokiste, mais c'est vrai que c'est vraiment le wokisme qui a été imposé de ce point de vue-là. Moi, je mets toutes ces idéologies, démocratisme, etc. Donc, l'Afrique doit se décoloniser mentalement. Oui, c'est ça. C'est le logiciel. Et ensuite, ce n'est pas à nous de dire à l'Afrique comment elle doit s'organiser. C'est à l'Afrique de s'organiser. Alors, on pourra aider, on pourra conseiller, mais si on nous le demande. Mais cesser d'imposer. Moi, j'appelle le diktat démocratique. Le discours de la Baule a été une catastrophe en Afrique. Une catastrophe. Parce que le discours de la Baule a été fait parce que Mitterrand a voulu se défausser de l'échec de la coopération. Un échec économique, mais pas politique. Parce que, qu'a fait la coopération jusqu'au discours de la Baule? Essayer de former l'État. Or, du jour au lendemain, l'État
qui avait été patiemment formé a été disloqué par le diktat démocratique. Le parti unique qui engerbait les ethnies a éclaté et les partis ethniques sont apparus. Donc c'était le désordre. Et j'ai eu partout les conférences nationales, le désordre en RDC, au Zaïre, le désordre partout. Et puis c'est le Rwanda, fondamentalement, c'est le Rwanda et toutes les conséquences de ça. Rwanda, bon, ne parlons même pas du Rwanda. Bon. Mais donc, si je peux traduire vos propos, enfin traduire, simplifier vos propos, toujours le passer le stabilo, je ne fais pas de pub pour cette marque, mais fondamentalement, il faudrait qu'on ait quelque part un pays qui crée une constitution africano-innovante, pour faire un peu de néologie. L'Éthiopie a essayé. Moi, Haïlé Sélassié, c'est voilà. Après le départ de Mengistu, moi j'ai dit à ce moment-là, il y a peut-être c'est un peu une constitution libanaise. Il parlait des peuples, mais les constantes sont tellement fortes que finalement, là, vous voyez, les Amaras se soulèvent en ce moment. Alors que les Amaras avaient lutté contre les Tigréens, qui sont des cousins d'ailleurs, sont les mêmes. Et les Oromos sont divisés. Les Tigréens qui étaient financés par la Chine d'ailleurs à une époque, parce que en tout cas Tedros, l'actuel patron de l'OMS, c'est voilà. Mais au départ, pendant la guerre contre Mengistu, avec le mouvement comment dirais-je, de résistance des Tigréens, était un mouvement qui avait été financé par la Chine contre la Russie. N'oublions pas. Voilà. Mengistu était soutenu par la Russie. Moi, à l'époque, je suis allé souvent en Éthiopie à l'époque, et c'était assez fascinant de voir la présence russe. Sur l'aéroport d'Addis Abeba, vous aviez les Antonov, gros porteurs, qui étaient là, alignés. Et donc, il y a eu ensuite cette tentative de nouvelle constitution, qui d'ailleurs est toujours en place, mais qui a été amendée, mais ça a échoué. Donc, je ne sais pas, il faut. Là, c'est une direction de recherche intéressante. Je pense qu'il faudrait, tous les amis de l'Afrique, on peut leur lancer un appel. Chercher les futurs ou les actuels génies politiques qui peuvent se trouver en Afrique pour qu'il y ait un travail constitutionnel. Vous savez, donc en France, on nous parle beaucoup des ateliers constituants, qui serait une bonne chose, mais qu'il y ait un travail constitutionnel, que ce soit pour des royaumes, que ce soit pour des républiques. Ça l'Afrique, l'Éthiopie, bon, c'était un empire même. Haïlé Sélassié, je crois qu'il est même divinisé par la religion Rastafari. C'est un représentant de Dieu sur terre pour les Rastafari. Mais quelle que soit la forme... C'est pour ça que les marxistes l'ont étranglé. Ah oui, c'est vrai, oui, je ne devrais pas rigoler, mais bon, c'est quand je pense à la place d'Haïlé Sélassié jusque dans la culture, vous savez bien, jamaïcaine. Ils l'ont étouffé sous son oreiller pour avoir le secret des codes bancaires en Suisse. Et l'empereur n'a pas parlé. Je comprends pourquoi les Rastafari le vénèrent alors. Mais donc voilà, en gros, il faudrait lancer un appel à inventer des modes politiques africains, des constitutions africano-innovantes, des modèles de gouvernance africano-innovants, avec peut-être des nouveaux corps constitués au-delà d'un parlement, ça peut être un conseil des sages, ça peut être, je ne sais pas, il faut impérativement innover en Afrique, parce qu'on a, l'Afrique est restée une marmite, parce qu'on a collé des modèles de gouvernance proprement européens, qui en plus ont été eux-mêmes conçus après des tonnes d'essais-erreurs. Aucun modèle de gouvernance n'est apparu comme ça et a fonctionné. Et ces modèles de gouvernance européens qui sont apparus après des tonnes d'essais-erreurs, on les a mis sur une marmite ethnographique complètement différente. Et donc systématiquement, ça sert aux entournures. Systématiquement, le costume n'est pas à la bonne taille. Et l'Afrique est condamnée à souffrir de cette façon parce qu'on lui impose des modèles de gouvernance qui ne sont pas adaptés à son ethnographie, fondamentalement, si je traduis bien votre propos. Tous les modèles que l'on propose à l'Afrique sont des modèles qui reposent sur l'individu. Or, l'Afrique est un continent de civilisation communautaire, aussi bien au nord qu'au centre qu'au sud. Donc, ça ne peut pas marcher. Très bien, on va terminer là-dessus. Avant de prendre les questions. Alors, on a une question évidemment pressante. Est-ce que les troupes françaises vont quitter le Niger ? Oui, non, ça y est, comment ça se passe ? Voilà. Et puis surtout, est-ce que ce sera définitif ? Vous posez la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La décision du départ des troupes est prise par Paris. Je ne suis pas à l'Élysée. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, oui. Mais alors, si vous essayez juste d'analyser le rapport de force, qu'est-ce qui se passe si Macron décide de les laisser ? Qu'est-ce qui se passe si Macron décide de les rapatrier ? De toute façon, si Macron décide de les laisser, c'est qu'il y aurait eu un accord qui sera passé avec la junte militaire. C'est très simple. La situation est très grave dans la région des 3 frontières.
Mhm. Pas Donc, avec attendez, Al-Qaïda. la région des trois frontières, on rappelle hein, pour notre audience, donc c'est Mali, Burkina Faso, Niger. C'est la voilà. partie extrême ouest du Niger, extrême est du Mali et du Burkina Faso. Euh, Là, avec l'État islamique, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de la lutte entre AQMI et l'État islamique, Oui. parce qu'aujourd'hui, AQMI n'a plus, sur zone, hein, je ne parle pas d'AQMI international, je parle de l'AQMI Mhm. sur zone, n'a plus une vision califale, parce que c'est devenu un ethno-islamisme Oui, ancré mais sur c'est les Touaregs. AQMI, c'est opportuniste aujourd'hui. C'est plutôt, Voilà. on y rentre par opportunisme. Oui et non, mais AQMI à l'heure actuelle, c'est le bras armé du monde Touareg au nord et d'une partie du monde Peul au centre et au sud. Tandis que Mhm. l'État islamique, lui, a une vision califale de faire sauter et les ethnies. Bon, Ouais. c'est un néo-marxisme, si vous voulez, marxisme d'ordre Ouais. religieux, cette vision Mhm. universaliste. Et aujourd'hui, il y a une lutte à mort qui se fait entre AQMI Dans cette région, dans la région des trois frontières. au nord, au nord de Ah oui. Tillabéri. Au nord de Tillabéri. Ok. Mais dans la région au sud de Tillabéri et dans vraiment la région des trois frontières, nous avons là un gros problème et qui nécessite une coopération entre l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée du Niger. Une des raisons, pour Ça, c'est lesquelles plutôt bien parti, si vous me permettez. C'est pour oh, l'instant, la junte malienne, nigérienne et le pouvoir burkinabé, que Poutine encense d'ailleurs, est plus jeune chef d'État au monde, en rappelant Thomas Sankara, donc on voit vraiment bien le soft power russe au passage, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais elles sont quand même dans une grande communauté de vues maintenant, alors, ces trois pouvoirs. alors, justement, j'étais en train de développer un point, laissez-moi le développer, qui est Je vous en fondamental. prie, je vous en prie. Une des raisons pour lesquelles Bazoum a été renversé, ça on ne le dit pas, une des raisons, c'est que Bazoum, obéissant aux ordres de Paris, a interdit à l'armée du Niger de collaborer, avoir des contacts avec les officiers putschistes du Burkina et du Mali. Mhm. Ce qui, pour les officiers nigériens, est un obstacle complet à la guerre, qui est une guerre transfrontalière. Parce que, alors que la France était à l'origine du G5, qui était destiné justement à appliquer une contre-guerre régionale à une subversion régionale transétatique, aujourd'hui, le fait de cloisonner complètement ce phénomène laisse le chemin libre aux islamistes de l'État islamique. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'état-major, car il faut bien voir que le coup d'État qui a été fait au Niger est différent de celui du Mali et différent de celui du Burkina. Au Mali et au Burkina, c'était soit des officiers subalternes, soit de jeunes officiers supérieurs, tandis qu'au Niger, ce sont des officiers supérieurs. Si vous voulez, c'est l'armée entière qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas une junte de quelques officiers, c'est Mhm. l'armée en tant que corps constitué. Et ça, il faut bien le voir. Et une des raisons, c'est justement une raison de ce coup d'État, c'est que l'alignement sur les interdits décidés par la France était un obstacle à la poursuite d'une lutte efficace contre les groupes armés. Ça, c'est fondamental. C'est ce que je voulais vous dire parce que c'est un point qui est peu connu, mais qu'il importe de mettre en évidence. Ouais, c'est très intéressant. Ça nous amène justement à la question suivante. Que reste-t-il de la France en Afrique? Mais je mets des sous-questions. Je sais que vous ne faites pas de prospective, mais imaginez demain, allez, open bar, il y a un Frexit, la France quitte l'OTAN, quitte l'UE, devient membre des BRICS, normalise ses relations avec Moscou. Hum. Et bon, mais en supposant tout ce qui s'est déjà passé, hein, tout le passif actuel, avec tout le passif actuel. Mais on a une France qui, boum, devient indépendante avec son territoire maritime, etc. Et qui devient membre des BRICS, observateur d'abord, et puis ensuite membre à part entière. Il resterait quoi à la France en Afrique pour Alors, ce qui est repartir sur un bon pied? cette belle uchronie, mais il y Ouais, aura toujours, belle Uchronie. il y aura toujours le péché originel de la colonisation, et il y aura toujours, comment dirais-je, l'impératif idéologique démocratique hérité de la Révolution française, avec les droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'universalisme, etc., etc. Je veux dire un La, homme, une voix, etc. Ouais. la France meurt lentement. Alors vous allez dire, moi je suis un vieux réactionnaire. Bon, J'ai rien dit. Bon.
bon, je suis un vieux réactionnaire, je suis un vieux monarchiste. Moi, bon, bref. Mais pour moi, la France meurt depuis le XVIIIe siècle. Elle meurt depuis la. Il y a eu de très belles résurgences. Il y a eu l'Empire, il y a eu l'Empire Napoléon. Ouais. Il y a eu qui a mis le feu à l'Europe, mais il est resté la gloire tout de même. Il y a eu De C'était la Gaulle. gloire. Ouais. Je Ouais, préfère il y a eu... Napoléon III pour ça, mais on n'est pas très proche de Alors, Hugo. Napoléon III était un très grand gouvernant, très grand homme, Ce gars a fait un très bon livre là-dessus, sur lui. Tout à fait. Napoléon III était, à mon avis, un des plus grands chefs d'État que nous ayons eu. Le drame de Napoléon III, c'est qu'il avait la maladie de la pierre. Il avait des calculs dans la vessie qui le Ah faisaient oui, c'est vrai. Bon, vu ce de qu'il manière... mangeait. Et c'est comme cela que la France a perdu la guerre de 70. Car Oui. Napoléon III était un remarquable chef militaire, mais au moment où il y a eu la guerre, il était alité. Et ceux qui ont pris le commandement étaient des imbéciles et qui n'ont pas su, comment Ouais, c'est vrai dirais-je. qu'on dit souvent de Napoléon III qu'il était incompétent sur le champ de bataille, alors qu'à Solferino Et c'est et un pendant la remarquable. Mais c'était, ouais. c'est un remarquable stratège. Et Mm. moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Napoléon III. Et bon, voilà. On va équilibrer, on va faire un petit moment nationaliste, Tahrir, Jazaïr, tout ça, en rappelant que c'est lui qui a donné la Légion d'honneur à l'émir Abdelkader, tout de même. Ça, Et en plus, qu'il a reçu à Paris, qui lui a fait visiter Notre-Dame. C'était deux grands chefs qui s'estimaient. ouais, ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ouais. Mais à partir du moment où vous avez des chefs qui s'estiment, on peut faire beaucoup de choses. Le problème, quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir, disait Rivarol. Bonne référence, Rivarol, pour ça. Oui, bah justement. Donc, que reste-t-il de la France? Pour revenir à cette question, même si j'adore ce genre de digression, vous n'avez pas idée. En fait, que reste-t-il de la France? C'était vraiment ça. C'est la question. Il y avait la langue, il y avait le respect. Faut quand même se rappeler, entre Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, il y en avait un qui était un adorateur de la langue française absolue, même si on peut aimer ou ne pas aimer Léopold Sédar Senghor, ça c'est tout un autre sujet. Mais c'était quand même quelqu'un qui écrivait des poèmes en français et qui considérait que c'était une langue remarquable. Donc, ce qu'il peut rester de la France, si ce pouvoir uchronique dont on parle là, une France qui a fait un Frexit, qui est sortie de l'OTAN, etc., une sorte de Villepin sous acide, ou plutôt du général sous acide, ou que sais-je, eh bien, il resterait, la France pourrait faire référence à sa culture, à sa langue. Bon, le Mali vient de la dégager comme langue officielle, l'Algérie aussi. Donc c'est vrai que c'est déjà mal parti, mais quand même, français va être une des langues les plus parlées dans le monde d'ici 2050. Ah oui, qui est en train de gagner l'espagnol. Oui, l'espagnol, ça fait longtemps, mais parce qu'en termes démographiques, le nombre d'enfants par femme en Amérique latine n'a rien à voir avec le nombre d'enfants par femme en Afrique francophone. Donc, à un moment, le français va être dans le top 2 ou top 3 des langues parlées dans le monde, mais la France pourra même plus en profiter, en quelque sorte. Non. Ouais. Écoutez, moi, je ne m'étends pas là-dessus, parce que on rentre dans le domaine politique, et moi, je ne veux pas rentrer dans ce domaine. Restons-en à ce que nous avons dit sur l'Afrique, etc. Voilà. Non, tout à fait. Vous avez le droit de. Alors, il n'y a pas de problème pour revenir sur le vocabulaire ovalistique. Vous pouvez botter en touche aussi souvent que vous voulez. Renvoie aux arrières. Voilà, vous renvoyez aux arrières, très bien. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'arrière pour faire une relance, là. Mais alors, évidemment, on a une question toute simple. À quand une relation gagnant-gagnant de la France avec ses ex-colonies? Ça serait quoi une relation gagnant-gagnant? Même si là, on est toujours dans l'Uchronie. Mais oui, c'est quoi l'exemple d'une relation gagnant-gagnant? Pas forcément avec le cas français. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, le Commonwealth ou ce que vous voulez. Voilà. Non, moi, je crois qu'une relation gagnante, il faudrait commencer, à mon avis, par le point le plus difficile, c'est la relation avec l'Algérie. Et je pense qu'il n'est pas difficile, fondamentalement. Là, ça y est, là, le chat vient d'être assis sur 3 tonnes de nitroglycérine. Je pense que là, alors soit on part sur 1 heure de trucs en plus, mais ok. Parce qu'il y a plein de questions sur l'Algérie derrière. Hein. Il y a quel va être son rôle dans le Niger, etc. Donc on peut ouvrir cette. Je crois que si la France et l'Algérie rétablissaient des rapports sincères, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Or, pour que des rapports sincères soient établis entre la France et l'Algérie, il faut évacuer tout le non-dit. Il faut purger une fois pour toutes. Enfin, une scène de ménage, le vieux couple. Alors, on met tout sur la table. Voilà, ouais. On met tout sur la table, on s'engueule un bon coup, mais franchement,
après on boit un coup, hein, on prend un thé à la Alors, menthe. le problème, c'est que ça nécessite un respect mutuel. Et là, pour Mais l'instant, ça, mais Macron est pas tellement. Du temps de et Chirac, je veux bien. Voilà, du temps de Chirac et de Villepin, je veux bien. Mais Macron, Hollande et Sarkozy, pour tout vous, remettre vous, sur la table entre Paris et Alger, je vois vous pas ça m'enlevez arriver. vous m'enlevez la parole de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Ça, on ne peut avoir des discussions. C'est comme celle, je parlais tout à l'heure de Mandela et de Viljoen. On ne peut avoir en discussion qu'entre grands chefs, Ouais, qu'entre qui se grands respectent. Ouais. qui se respectent. Deux hommes qui se respectent, mais pas dans le cas actuel. Pour être respecté, il faut mériter le respect, il faut être respectable. Et à partir de ce moment, on peut se parler. Moi, j'ai eu combien de fois, j'ai eu des stagiaires algériens à l'école de guerre. Euh, Après quelques discussions, les cartes sur la table, de moi, écoutez, voilà, moi, ce que je suis, moi, vous ne m'enlèverez pas ce que je suis, je ne vous enlèverai pas ce que vous êtes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une guerre éternelle? On va être dans la récrimination jusqu'à la fin des temps? On laisse passer des occasions extraordinaires de travailler ensemble, de faire des tas de choses fort intéressantes, car nous sommes assis du même côté de la table, vous au sud, nous au nord de la Méditerranée. Nous avons des intérêts communs. Nous avons déjà avec l'immigration un intérêt commun. Vous êtes les premiers exposés et nous sommes les seconds à travers vous. Bon, nous On avons le voit avec la crise humanitaire en Tunisie, d'ailleurs, en ce moment. vous avez un ventre qui fonte jusqu'au centre de l'Afrique. Vous avez le moyen d'avoir une... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la récrimination, dans le non-dit, dans le gna, ou on se parle entre hommes. On se dit des méchancetés. On se dit des choses. On peut se foutre même deux baffes dans la gueule de temps en temps. Mais ensuite, on a purgé et on part sur des bases nouvelles. C'est pas le cas. Parce qu'en Algérie, vous avez toute une caste qui vit du ressentiment. Et vous avez en France toute une caste qui vit du masochisme. La culpabilité, ouais. Alors, quand vous avez d'un côté des gens qui ont le ressentiment et d'autres qui sont des masochistes, vous ne pouvez pas avancer. Voilà, c'est tout. Terminé. Non, mais pour souligner que ce que vous dites n'est pas complètement utopiste, il faut se rappeler que Vo Nguyen Diap et Salan, je crois que c'était Salan, il faut vérifier. Oui. Là, Mais oui. C'est Salan, ouais. Donc ils étaient amis. Moi, c'est un truc qui m'a toujours complètement bluffé. Les mecs se sont entretenus sur le champ de bataille. Mais je vais aller plus loin. Yassef Saadi et Bijar. Yassef Saadi et Bijar. Yassef Saadi et Bijar. Ils s'étaient combattus. Et ben, on se respecte. Et c'est terminé. Autrement, nous avons réussi à nous réconcilier avec les Allemands. Et Dieu sait qu'il y a quand même des flots. Bon, on fait une guerre éternelle. Pas gagné. Éternelle? Non, c'est pas possible. Non, mais on n'a jamais. Il y a un moment. Un côté immature des deux côtés. En fait, moi je vous en prie, ce que vous décrivez, ça nécessite, parce qu'il y a quand même un alignement des astres. Il faut que la comète, elle passe pour que ce genre de réconciliation, de discussion puisse avoir lieu. Ça se produit tous les 20 ou 30 ans. En 2003, avec l'état de grâce chiraco-villepiniste, c'était jouable. En 2003, c'était jouable. Mais c'est de l'autre côté que ça n'allait pas. Le pouvoir algérien de l'époque, ça ne l'intéressait pas, ce genre de discussion. Et il n'était pas en position, de toute façon, sous Boutef, d'aller plus loin de ce point de vue-là. Il y avait un moment, il y a une petite fenêtre d'opportunité où, alors en plus, il aurait fallu que Washington soit d'accord aussi. Bon, là, je veux dire, du temps de Chirac et de Villepin, on se foutait de ce que Washington pensait. On pouvait avoir le New York Times qui disait que Chirac était un ver dans la pomme, tout ça, ils s'en contrefoutaient. Mais quelle époque bénie. Ouais, c'était une époque, oui, ça fait 20 ans déjà, mais c'était une époque qu'on ne reverra plus, enfin qu'on reverra peut-être, mais qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Et en tout cas, ce que vous décrivez, ça nécessite un alignement des astres. Donc pour qu'il y ait parce que sinon, l'Algérie, elle va aller vers l'Italie. D'ailleurs, elle a fait un énorme pied de nez gazier à la France dernièrement, quand Macron avait envoyé je ne sais plus combien de ministres à Alger pour récupérer du gaz et qu'ils étaient repartis avec leur poids en zlabia parce que l'Italie avait déjà signé tout le contrat. Donc autrement, si ça se fait pas, ce qui va se passer, c'est que l'Algérie va partir vers l'Italie pour ce genre de choses. Et comme l'Italie n'a pas de politique africaine, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle en ait jamais vraiment eu une. Bon, ça nous relancerait sur 1 heure. Je veux dire, ça finira en queue de poisson. Il n'y aurait pas de. Mais pour la question qui était un accord gagnant-gagnant, puis vous qui avez décidé de charger sabre au clair, fidèle à votre réputation sur l'Algérie, qui était le sujet, l'Algérie et le Maroc, c'était bien les deux sujets. Je voulais surtout pas qu'on parle dans cette foutue vidéo. Mais bon, vous avez dit les choses, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir
une très très belle relation, mais bon, il y a tellement de cases qui sont pas cochées. Il faudrait une France qui soit sortie de l'OTAN. Oui, mais bon, ouais, Oui, non, mais c'est bien. Non, mais j'adore. Encore une fois, j'adore ce genre d'Uchronie de prospective. Une France sortie de l'OTAN, une France qui se rapproche des BRICS. Et puis, comme vous l'avez dit, deux pouvoirs du côté parisien et du côté algérois, du côté d'Alger et du côté de Paris. Les deux pouvoirs qui disent on remet tout à plat. On remet tout à plat, on fait comme disait l'autre, le droit d'inventaire. On remet tout à plat, on se met sur la gueule, on s'engueule, etc. En gros, c'est des accords déviants 2.0 que vous dites fondamentalement. C'est qu'on applique peut-être, qu'on n'a pas appliqué. Oui, on n'a même pas appliqué les premiers. Non, mais ok. Je vois un exemple très simple encore. Moi, j'ai des vieux camarades qui sont un peu plus âgés que moi, qui ont fait la guerre d'Indochine, etc. Et qui vont régulièrement en Indochine, à Dien Bien Phu. Et c'est vrai que les relations franco-vietnamiennes sont bien meilleures. Alors, on s'est quand même battu sévèrement. C'était lourd. Et bien, ils sont reçus magnifiquement. Mais c'est vrai, pas avec l'Algérie. Alors qu'avec le Maroc, le problème ne se pose pas. Avec le Maroc, n'a pas la même. Vous allez refaire péter le chat avec ça. Mais bon, le Maroc, vous savez bien, c'était un protectorat, c'est pas du tout. Parce que d'un côté, vous avez un protectorat avec l'IOT, qui était un réactionnaire, un vieux monarchiste, tandis que de l'autre côté, vous avez une Algérie qui a été gérée par des jacobins et qui ont voulu changer l'homme, tandis que l'IOT n'a pas cherché à changer l'homme. C'est tout. Oui, mais si on doit revenir à tout ça, bon, ça va nous refaire 1 heure de vidéo, mais en réalité... On peut en faire une là-dessus. Moi, je suis partant quand vous voulez. Hein, parce que moi, j'aime bien qu'on aille au fond des choses. On va voir si la chaîne YouTube explose d'abord, et puis après, volontiers, parce que ça, c'est le sujet le plus nitroglycérine. Alors, il y a une autre question. J'oubliais juste, avant que vous disiez ça, il ne faut pas oublier l'héritage de l'émir Abdelkader, parce que le point, vous avez dit un vieux réactionnaire, etc. Bon, l'émir Abdelkader, c'était pas le mec le plus marxiste sur Terre non plus. Je veux dire, bon, même si le manifeste du Parti communiste n'a été publié que 18 ans après 1830, mais je veux dire, tout de même, c'était pas non plus le plus jacobin du monde, l'émir Abdelkader. C'est vrai que c'est ça qui est paradoxal, c'est que, en effet, la structure administrative de l'Algérie d'après-guerre a été très jacobine, je suis bien d'accord, pour toutes les raisons aussi ethniques dont vous parlez, c'est-à-dire on a un État-nation et puis bon, on a plusieurs ethnies, mais vous aviez quand même l'héritage de l'émir Abdelkader qui, dans la Smala, n'était pas tellement jacobin. Si je veux relancer... Oui, mais ce n'est pas Abdelkader qui est au pouvoir en Algérie. C'est pas Abdelkader qui a structuré mais en gros, ce que vous dites, c'est peut-être si Abdelkader avait davantage structuré l'Algérie, il y aurait eu moins de problèmes. Non, le problème de l'Algérie, c'est pas cela. Le problème de l'Algérie, c'est que le GPRA a été renversé par l'armée des frontières et qu'il y a une toute autre orientation qui s'est faite, alors que l'Algérie indépendante allait partir sur une toute autre voie, j'allais dire une voie GPRA, et elle est partie sur une autre voie. Bon, ensuite, là-dessus est arrivé Boumedienne, mais tout est refait. Arrêtons là, parce qu'il faudrait trop longtemps pour développer. Il faudrait 2 heures. Mais juste, moi, je voulais justement synthétiser, quand même, parce que vous avez dit, OK, un vieux réactionnaire pour l'IOT, etc. Est-ce que si l'émir Abdelkader avait davantage structuré la gouvernance algérienne, alors ça peut être culturellement, vous savez, on dit en gestion, on dit la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. C'est-à-dire quand on a une culture, on n'a pas besoin de dire aux gens quoi faire, ils vont faire spontanément la bonne chose. Et donc si la culture de gouvernance de l'émir Abdelkader avait imprégné la société algérienne, est-ce que, pour essayer de traduire votre propos, est-ce que fondamentalement, selon vous, ça se serait mieux passé? Si les tribus et les chefs de tribus n'avaient pas été cassés par le jacobinisme qui en a fait des adjoints au maire ou des maires de village, on n'en serait pas là. C'est pour ça que je reviens toujours au Maroc, parce que l'IOT avait vu ce qui se passait en Algérie. Je me marre déjà rien qu'aux conséquences de cette phrase. Et l'IOT, en arrivant au Maroc, dès 1911, dit « Ma priorité, c'est de ne pas algérianiser le Maroc ». Ça veut dire quoi? De ne pas séparer les structures. Mais là, il faudrait que vous expliquiez tout ça, parce que là, ça va faire... Là, à mon avis, c'est la guerre nucléaire, ce que vous venez de dire. Non, oui, je sais bien ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, en gros... Bon, je vais traduire parce que malheureusement, on n'a que 5 minutes, mais vous voulez dire en gros, dans le cas algérien, avec la Révolution, avec la Troisième République, on s'est retrouvé à avoir des chefs de guerre respectés, qui structuraient la société, qui du jour au lendemain ont été vulgaires conseillers municipaux de 2e classe de leur village, et ça a tout fait péter. Regardez ce grand féodal, ce grand chef qui était Mokrani. Mokrani,
Mokrani, du jour au lendemain, la révolution de 70 a lieu. L'Empire est renversé et c'est Crémieux et les Républicains qui arrivent au pouvoir. Et Mokrani, qui est intime avec le général qui commande la division de Constantine, Mokrani, c'est Bachaga Mokrani, c'est des grandes familles du Constantinois. Et Mokrani reçoit une lettre du préfet de Constantine qui lui dit maintenant toutes vos charges disparaissent et vous êtes rattaché à la commune une petite commune de 500 habitants comme conseiller communal. Mokrani, mais attendez, vous parlez quelle langue là? Vous êtes fou. Donc, suppression des bureaux arabes, suppression de l'administration militaire, suppression de la hiérarchie, donc révolte de Mokrani. Et Mokrani, qui est un grand féodal, va se soulever en disant moi, je veux bien m'entendre avec des officiers qui me respectent, mais je ne veux pas m'entendre avec un gars qui arrive de Lille ou de Toulon, qui est un civil, qui ne connaît pas le pays et qui va gérer mon pays comme il gère une commune française. Et voilà Mokrani. La révolte de Mokrani, c'est des sujets, il faudrait faire des super débats en mode Astérix où les deux villages gaulois se friteraient. Alors, il faudrait du coup qu'il y ait du rugby aussi ou un octogone pour les fans. Tout le monde se mettrait sur la gueule, on remettrait tout ça à plat et à la fin, ça ferait à mon avis, d'excellentes thèses de doctorat. On a encore plein d'autres questions, mais déjà, on avait toujours la question sur... Finalement, est-ce que le confessionnalisme, alors bon, ça y est, on change complètement de sujet, est-ce que le confessionnalisme au Liban aurait été une solution pour l'Afrique? Je sais que vous-même, d'entrée de jeu, votre position, c'est non, ça n'aurait pas été parfait, etc. Mais est-ce que c'était moins pire que, je sais pas, je prends le cas du Niger, mais... Je ne sais pas, moi je suis très peu dans les si, je suis dans les constats. Donc restons sur les constats. Ne faites pas sortir de mon domaine, qui est le domaine africain. Okay. On prendrait un prospectiviste pour dire finalement est-ce qu'un modèle à la libanaise aurait mieux marché. Donc bon, que reste-t-il de la France en Afrique? Ça c'est bon, on voit, c'est aujourd'hui de moins en moins en tout cas. Et ce qui est fou, c'est que les Russes reviennent à ce point-là. Que pensez-vous des différents mouvements panafricains qui sont en train d'émerger aujourd'hui? Donc on parle de la nouvelle génération, pas le panafricanisme de Lumumba, pas le panafricanisme de Sankara, la nouvelle génération panafricaine. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt ce que fait Kémy Séba. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de oui, il y a un respect mutuel. On sent un respect mutuel quand même. Moi, je peux très bien déjeuner avec Kémy Séba, aucun problème. Qu'il ne vienne pas avec sa cour, parce que je ne veux pas qu'il fasse du théâtre. Ok, ne polémiquons pas, mais en tout cas, il y a un respect mutuel sur la tenue, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, je suis un homme de duel et je me bats seul. C'est vrai que je crois que vous étiez le vice-président de l'Association française pour le retour du duel, un truc comme ça. Oui. Je sors un livre la semaine prochaine qui a pour titre Éloge du duel. Et un livre qui sort à la Nouvelle Librairie dans 15 jours. Dommage que vous ne l'ayez pas fait avec Gaston Defferre, ça aurait pu être assez marrant. Je ne serais pas battu, je ne me bats pas avec des gens que je méprise. Oh, ok, donc comme ça c'est fait pour Defferre. Il paraît qu'il était bon en duel. Mais non, mais Defferre, non, entre Defferre et moi, il y a vraiment des... Non. Ouais. Il n'y aurait pas eu. Donc, pour en revenir au panafricanisme, je vous disais que bon... l'approche d'un garçon comme Kémy Séba me sympathique. Le seul reproche que je ferais... Kémy Séba représente le panafricanisme le plus intéressant aujourd'hui, c'est pour ça. Tous les panafricanistes... Le reproche que je ferais à certains panafricanistes, c'est qu'ils remplacent un universalisme par un autre. Un autre, hein. Mais celui de Kémy Séba est assez ethno-différentialiste quand même. Il y a une subtilité, une connaissance de l'ethnie chez Kémy Séba qui est quand même assez bonne. Mais il ne faut pas, au nom du panafricanisme, nier la constante africaine qui est celle de ces peuples. Il ne faudrait pas que le panafricanisme aboutisse à créer l'homme nouveau africain, comme les marxistes ont voulu créer l'homme nouveau soviétique. Voilà, l'homme soviétique. Comme les Français ont voulu créer. Voilà, c'est tout. Non, mais... Bon. Mais celui de Kadhafi, par exemple, le dernier grand panafricain, c'était Kadhafi, avec son fameux badge sur la poitrine quand il a rendu visite à Berlusconi. Et donc, lui, Kadhafi, son panafricanisme, qui en plus était extrêmement pragmatique, c'est-à-dire on crée une monnaie. D'ailleurs, ça sera une autre question juste avant qu'on termine. On crée une monnaie, on libère l'Afrique du FMI, des dictats du FMI. Ouais, c'est pour le soleil parfait.
j'ai le soleil dans les yeux. Ouais, ouais, j'ai vu le panafricanisme de Kadhafi, donc, était. Voilà, si on vous posait la question, qu'est-ce que vous en pensiez de celui-là? Pas de Kadhafi en tant que personnage, etc. Et là, vous auriez sans doute dit la même chose, la question de la cour. Et puis bon, le fait il était quand même fondamentalement marxiste au départ. En tout cas, le petit livre vert, c'était. Mais qu'est-ce que vous en auriez pensé de celui-là, de ce Moi, panafricanisme? je crois pas que Kadhafi était marxiste, et ça va être une des raisons de C'est juste sa une posture, selon vous? c'est une raison de sa brouille avec Misrata. Parce Ouais. que dans le coup d'État de Kadhafi, il y a des gens de partout, dont des gens de Misrata, et qui, eux, sont plutôt alignés sur la ligne de Georges Habash. Mm. Voyez. Donc, et ça va être la cause de la rupture avec Misrata. Donc, écoutez, je pense que c'est surtout une posture, parce que Kadhafi, j'étais en Afrique quand Kadhafi est intervenu en Ouganda, aux côtés d'Amin Ouais. Dada, etc., etc. Donc, il a fait Dans des les années tentatives. 70. Hein. Il a fait des tentatives dans la première partie de sa vie politique. Et ensuite, comme avec les Touaregs d'ailleurs, il en est revenu quelques années avant le soulèvement de 2011 du MNLA. Il était revenu de la politique Touareg. Souvenez-vous de son discours de Khat, quand il dit aux Touaregs, bon, bah, écoutez, j'ai beaucoup cru en vous, j'ai beaucoup cru en la possibilité de créer un État, mais vous êtes beaucoup trop divisés. Et c'est un réaliste. Hein. Et il prend en compte, et il dit maintenant, ma politique, ça va être d'intervenir auprès des États dans lesquels vous vivez pour que vous ayez votre place et votre rôle. Donc c'est le deuxième rôle de Kadhafi qui intervient. Et bon, évidemment, il n'aura pas le temps puisque il sera liquidé par l'intervention des deux génies politiques que sont Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Et Hillary Clinton, ne l'oublions pas. Oui, mais au départ, c'est vraiment. Il faut voir du côté de l'Élysée. Hein. Ouais, Voilà. oui, bah, parce qu'il y avait le financement de la campagne, etc. Mais là, pareil, ça va nous emmener Bon, dans différentes choses. ça, c'est une Bon, autre question. bah alors, dernière question, puisqu'on parlait de décanillage, etc. Vous avez bien précisé que la France n'a pas été décanillée au Niger, que c'était les propres lignes de force qui ont créé un premier éloignement de la France. Et puis, comme vous l'avez dit dans plusieurs autres interviews, le manque de respect, fondamentalement, c'est-à-dire qu'on n'était plus respecté. C'était, voilà, certaines de vos idéologies, certaines de vos prises de position, même pendant la guerre en Ukraine, etc., ont fait qu'il y avait le respect n'était plus là. Je suis Charlie, Ouais, tout ça, ouais. LGBT, tout ce que vous voulez, ça passe pas. Ça passe Et, pas. et, Ouais. et je le comprends. Ouais. Et du coup, donc vous avez précisé ça, OK, mais maintenant il y a quand même une question, pas d'un décanillage, mais on a parlé de Kadhafi et de la monnaie panafricaine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque maintenant que la Russie, qui est en train de faire son puissance 4, quoi, hein, elle est en train de mettre tous ses pions, tac, 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 sur l'ancien projet de voie de chemin de fer de Dakar jusqu'à Djibouti qu'avait la France, et qui a été, comme vous le savez, évidemment, mieux que nous, le point d'achoppement avec Fashoda, avec la ligne de chemin de fer du Cap au Caire, qui a failli provoquer la Première Guerre mondiale entre la France et le Royaume-Uni. On oublie de le préciser, mais on était quand même à deux doigts. Pardon ? À deux doigts. À deux doigts. Ouais. Et donc, est-ce que les Russes sont pas aujourd'hui en position idéale de présenter aux deux zones francs CFA la monnaie des BRICS ? Ils vont le faire. Ok, pour vous, c'est clair et net, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est évident. Je m'attendais à une discussion de 10 minutes, etc. Non, d'accord. Pour vous, c'est clair et net. Je ne suis pas dans la tête des Russes. Bien sûr, mais ouais. Quand vous voyez le déroulé de leur opération, c'est absolument évident. Et d'ailleurs, je pense que ce sera l'intérêt de ces pays d'Afrique. Il faut se dégager. Il faut, une fois pour toutes, couper tout ce qui peut rattacher à la période coloniale. Qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on puisse ensuite établir de nouveaux rapports. Supprimons ces arrière-pensées, ces récriminations. On arrête. Ouais, on met tout à plat et on fait autre chose. Avec vous ou sans vous, avec nous ou sans nous, mais peu importe. Mais on arrête. Moi, en tant qu'historien, vous avez des précédents historiques à ça ? Des pays qui ont su tout remettre à plat, où ça ait marché, ou des pays qui ont su, des exemples à suivre ? Regardez De Gaulle-Adenauer. Oui, De Gaulle-Adenauer, ouais. Oui, c'est clair que c'était. Ouais. Regardez De Gaulle-Adenauer. C'est Washington qui l'a forcé, quasi. Enfin, je ne vais pas dire forcé, mais c'est. C'était. Voilà. C'est simple. Alors, c'était vraiment. Hein, là, il y avait quand même un passif. Un passif sérieux. Ouais.
Oui, donc tant qu'on n'aura pas tout remis à plat pour vous, Tout remettre à plat. Mais entre c'est hommes, mais entre hommes, entre hommes. oui, il faut entre Pas, personnes qui se respectent, entre, pas- pas entre ouais, danseurs à claquettes, hein, ouais, entre hommes. pas oui, pas entre idéologues, pas Entre, entre, entre vrais hommes, hein, qui, mmh. voilà, qui peuvent parler d'homme à homme sans avoir des hurlements de femelles, hein, des vrais hommes qui peuvent se dire en face, sans s'énerver, leur vérité. Hein. Donc un peu comme Mande de Klerk, on oublie que le prix Nobel est bien allé aux 2 quoi. Mande de Klerk, il y avait quand même un respect mutuel malgré tout, et bon je sais que pour vous, je vais sans doute être trop idéaliste sur l'Afrique du Sud, mais Sur, heu, sur De Klerk, sur De Klerk. De Klerk ah oui, était complètement marché dans les pas des Américains, complètement. Il a fait ce que les Américains lui ont dit de faire. Il a renversé c'est pas Botha. son initiative personnelle, ouais, OK. Non, c'est un plan américain. Le plan s'est déroulé après la bataille de Cuito-Cuanavale en Angola, quand les forces sud-africaines ont coincé à Cuito-Cuanavale l'état-major soviétique, les forces cubaines, etc., et qu'il y a eu une négociation. Les Américains ont dit, si vous donnez l'assaut, vous allez perdre 1000 hommes. Or, c'était une armée de conscription, et les Sud-Africains ne pouvaient pas perdre 1000 hommes blancs, alors qu'il y avait des élections quelque temps après. Donc, l'autre Botha, Pete Botha, Affaires étrangères, qui était l'homme des Américains, dans ces cas-là, c'est la négociation qui va commencer. Et à partir de ce moment-là, on se sont fait les accords entre l'Afrique du Sud et Cuba. Cuba retirait son corps expéditionnaire d'Angola. L'Afrique du Sud donnait l'indépendance à la Namibie. Et ensuite, Mandela allait sortir de prison, alors qu'il y a eu pendant 2 ans de négociations avec lui, alors qu'il est dans une prison qui est devenue dorée, c'était plus Robben Island. Et à partir de ce moment-là, le plan américain s'est mis en place. C'était un plan global OK, donc on ne américain. peut pas citer ça comme exemple. Il faudrait peut-être retourner au Moyen Âge, à Richard Cœur de Lion et à Philippe Auguste pour trouver des Je, parallèles je, parce que pour je dirais même, au moment de la croisade, quand il y a eu des accords entre les grands chefs musulmans et les grands chefs chrétiens, entre ah le oui, royaume. là oui. Bon, Saladin et le roi lépreux, j'ai oublié son nom, donc les guerriers qui se respectaient, parfait. Vous êtes ce que vous êtes, nous sommes ce que nous sommes, mais nous pouvons, d'homme à homme, avoir des accords. C'est la féodalité. Moi, je suis un éloge de la féodalité, ce sera peut-être mon prochain livre. Bah, ce qui est marrant, c'est que vous risquez de vous trouver des communautés de vues assez inattendues avec Klaus Schwab, puisqu'il a un projet féodal qui certes est différent c'est pas les vertus, la chevalerie que vous évoquez, mais le World Economic Forum s'intéresse aussi à la féodalité pour d'autres raisons. Et malheureusement, on va peut-être devoir en terminer là-dessus. On a d'autres questions qui arrivent sur le Soudan, mais bon, on est déjà à 1h46. On a déjà nitroglycériné la totalité de la chaîne YouTube sur ces questions subsidiaires, mais sur lesquelles il faudra revenir. En tout cas, merci de nous avoir partagé votre méthodologie. Je rappelle les points clés. En Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais rien ne s'explique sans l'ethnie. Donc il ne faut pas tout réduire à l'ethnie, mais il ne faut jamais ignorer l'ethnie parce que sinon ça vous pète à la gueule. Et fondamentalement, ce qui s'est passé au Niger, ça nous a pété à la gueule parce qu'on a ignoré les lignes de force multimillénaires. Vous dites ça remonte, dans votre bouquin, vous dites ça remonte à 30 000 ans. C'est des lignes de force géographiques qui tiennent vraiment au biotope de chacune ce qu'on appelle les Ouraimat, les zones de développement de ces ethnies. Et si on les ignore, on va droit dans le mur et c'est ce qui s'est passé. Et vous aviez donc prédit que le Niger allait sauter et le Niger a sauté. Bernard Lugan, je vous laisse le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est tout simplement, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il est temps, je pense, maintenant 70 ans après les indépendances, il est temps, je crois, de tourner la page, mais définitivement. Moi, Vous avez dit de tout remettre à plat en mode tarte dans la gueule à la Astérix quand même. Moi, ça me plaît bien, oui, ça a l'air cool cette oui, idée-là. Hein. oui, voilà, mais il faut surtout, ce genre de discussion, il ne faut pas les avoir en groupe, parce que chacun a son théâtre pour son public. Donc, c'est des discussions qu'il faut avoir entre hommes qui ont de l'influence et qui discutent entre eux, et ensuite, on peut en tirer des conclusions. Mais c'est tout. Et puis, il y a 2 choses que je ne supporte pas. De mon côté, pas moi, mais dans mon camp, la culpabilité, et de l'autre côté, les jérémiades. Ce sont 2 choses qui sont insupportables. Ce sont des rapports qui ne sont pas des rapports adultes, ce ne sont pas des rapports d'hommes, ce sont des rapports j'allais dire, femelles, dans les 2 cas. Je sens que ça va être une anthologie, cette interview. Bernard Lugan, merci beaucoup. Et on serait ravis d'avoir Kémy Séba ou tout autre intervenant
qu'il passe surtout en physique. Et ça, c'est un problème pour cette chaîne parce qu'on voyage tous. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette analyse et pour cette méthodologie ethno-différentialiste que vous nous avez présentée. Merci.